Je suis tristesse. Je suis tristesse car voyez-vous, la semaine dernière, la vidéo a un petit peu moins marché que les précédentes. J'imagine qu'il y a un petit phénomène de lassitude qui s'installe, il faut bien l'avouer, il faut bien le dire, le format restant le même semaine après semaine, c'est juste les jeux qui sont traités, qui sont différents. Ceux qui ont moins apprécié la première vidéo regardent pas les suivantes, et quelque part c'est logique, donc je devais m'y attendre, mais c'est toujours un petit peu attristant, on va dire, hein, de voir que le chiffre est un petit peu minoré par rapport à celui de la semaine précédente. Voilà, c'est le petit coin derrière les rideaux, en backstage de YouTube. Hein, quand on crée des vidéos, bien évidemment, on espère qu'un plus grand nombre de personnes les voient, surtout quand c'est une série. On espère voir les chiffres augmenter, et forcément quand c'est pas le cas, c'est un peu triste, mais que voulez-vous. Ceci étant dit, j'ai promis que j'allais jusqu'au bout de cette rétrospective, donc on continue malgré tout, hein, on s'en fout s'ils sont moins nombreux, tant que nous, on prend du plaisir à le faire. Mais bon, quand même, si vous pouviez éventuellement laisser un petit like, un petit commentaire pour favoriser l'algorithme, on sait comment ça marche malheureusement, hein. Comment voulez-vous que ça marche autrement en même temps? Et donc, on se lance dans l'année donc 2024, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça, 2024, cette semaine, avec pas mal de projets financés, hein, vous l'avez vu sur la miniature, on est sur une année un petit peu plus conséquente que la précédente, ce qui veut dire aussi que je dois être un petit peu plus concis que lors du segment précédent, parce que sinon je vais taper l'heure de vidéo, et j'ai pas très envie. Donc, tout de suite, on switch sur la petite tier list, et vous voyez directement qu'il y a une nouvelle catégorie, et oui, certains l'avaient pressenti dans les commentaires d'une précédente vidéo, bien sûr qu'au bout d'un moment, il faudra une nouvelle catégorie pour les jeux pas encore livrés, parce que oui, forcément, on le sait, hein, sur Kickstarter, sur GameFound, parfois les jeux prennent un tout petit peu de temps à être livrés, quand ils le sont. Moi, j'ai de la chance, j'ai jamais eu d'expérience aussi négative que celle de ne pas recevoir un jeu parce que scam, parce que scandale, parce que mise de clé sous la porte, par exemple, ça ne m'est jamais arrivé, j'ai de la chance, croisons les doigts, et toujours du bois. Enfin, c'est pas du bois, mais on s'en fout. Et donc, 2024, effectivement, c'est le premier segment de cette rétrospective dans lequel vous verrez un jeu qui n'est pas encore arrivé. Un seul, ça va, on s'en sort encore pas trop mal, et il arrivera normalement d'ici juin-juillet, si mes souvenirs sont bons, donc tout est en bon ordre de marche, pas de problème, ça va arriver incessamment sous peu. Premier projet que j'ai backé en 2024, il s'agit de Tokyo Highway, le projet de Hit10 qui a fait un très beau score, hein, 5200 contributeurs à l'époque, un petit éditeur japonais qui est connu pour ses jeux d'ambiance, de jeux familiaux, des jeux qui souvent mêlent un petit peu de dextérité mais pas toujours, c'est souvent des jeux assez familiaux, assez accessibles, avec un matos assez marrant, et c'est le cas pour Tokyo Highway. Effectivement, quand vous passez à côté d'une partie de Tokyo Highway, il faut bien dire que sur la table, ça a une certaine présence. Qu'on appréciera ou pas, ça je vous laisse juge éventuellement bien évidemment, mais c'est vrai que ça a de l'allure malgré tout. C'est pas beau, c'est pas magnifique, mais c'est original, et c'est déjà ça. C'est un petit jeu dans lequel, je pense que vous l'avez déjà un petit peu compris, ne serait-ce que par l'aspect visuel du jeu, on vous propose de créer des autoroutes urbaines. Vous savez que les autoroutes urbaines au Japon passent généralement en hauteur, hein, par rapport aux rues, aux avenues, et souvent entre les bâtiments, parfois même, c'est très rare, hein, parfois même, au milieu d'un bâtiment. Oui, ça arrive. À Osaka, on a un exemple, une autoroute qui passe urbaine, donc entre deux étages d'un bâtiment. C'est très spécial, c'est très particulier, mais ça peut exister. Et donc, on va bâtir des routes, on va les faire monter, descendre au fur et à mesure, l'objectif étant de passer au-dessus ou en dessous de la route d'un autre joueur autour de la table, ce qui nous permet de poser une petite voiture sur la route en question. Vous pouvez le poser avec vos doigts ou avec une petite pince comme vous voyez ici, si vous êtes vraiment pas trop adroit ou que vous tremblez un petit peu, un petit début de Parkinson peut-être. Et c'est un beau bordel, on peut y jouer aussi avec des petites extensions, y compris, comment dirais-je, des sortes de missions communes à tous les joueurs que vous pouvez voir ici. Le premier qui remplit ça gagne des points, le premier qui fait ci, à la fin de partie, celui qui a le plus de ça gagne des points, etc. Donc il y a plusieurs petits modes de jeu, et je l'ai pris principalement, soyons tout à fait honnêtes, pour pouvoir y jouer d'abord avec mon neveu, puis dans quelques années avec mon fils, parce que c'est typiquement le genre de jeu avec un petit peu de dextérité fine, qui peut être aussi fun pour les enfants. Bien sûr qu'il y aura des accidents, bien sûr qu'on va faire tomber des trucs, etc. C'est assez fun, j'y ai joué 2-3 fois avec mon neveu, j'ai joué une fois ou deux avec Xavier je crois aussi. Bon, c'est pas notre type de jeu, hein, très clairement les jeux de
dextérité, d'équilibre, etc. C'est pas forcément les trucs qui nous parlent le plus, mais c'est pas pour ça que je l'ai pris. Et donc, de fait, ça passe en réalité, ça me va très bien comme c'est actuellement, j'ai pas de soucis de ce point de vue-là. Et donc, ouais, Tokyo Highway, Rainbow City, c'est la nouvelle version, parce qu'en fait, c'est un jeu qui était déjà sorti il y a une dizaine d'années, je pense. Il me semble qu'il y avait une VF grâce à Yellow, si je dis pas de bêtises. Alors, vous me corrigerez en commentaire si nécessaire. Mais donc c'est une nouvelle version, avec des composants un petit peu modifiés, avec quelques nouveaux modes de jeu, etc. Et donc oui, il remplit à peu près les critères que je lui demandais. Donc je dirais quand même bonne pioche. Alors pas parce que mes goûts personnels sont exactement, comment dirais-je, adaptés à ce jeu, ou vice-versa plutôt, ou l'inverse, mais simplement parce que j'en attendais pas grand-chose, si ce n'est de pouvoir jouer avec mon neveu, potentiellement avec mon fils dans quelques années, et pour ça, oui, ça fait le job. J'ai pas encore essayé avec mon fils, bien évidemment, il est encore trop petit, la dextérité fine, c'est pas encore trop son truc, mais je pense que c'est dans la bonne pioche quand même, malgré tout, parce que il remplit la case que j'espérais qu'il remplisse, et donc ça me va très bien. J'imagine qu'à terme, il sera certainement plutôt dans une catégorie genre encore dans la ludo, parce que ça prend, bon, pas trop de place, et parce que c'est fun à sortir de temps à autre, et puis si un jour mon fils me dit que bon, ça l'attire pas plus que ça au final, parce qu'on a déjà joué quelques fois, etc., eh ben, il sera vendu. Mais pour l'instant, je dirais quand même bonne pioche, c'est sympa, c'est amusant, c'est original, ça a une belle présence, voilà, c'est sympa, Tokyo Highway. On enchaîne avec Ostia Pirates, une extension pour un jeu que j'adore et que vous ne m'avez d'ailleurs pas vu mentionner dans un épisode précédent. Pourtant, Ostia avait connu lui-même une campagne de financement sur Kickstarter pour laquelle nous avions couvert le jeu en vidéo, Xavier et moi-même. Simplement parce qu'à l'époque, et d'ailleurs encore aujourd'hui, Uchiba Koya fait partie des clients de l'agence pour laquelle je travaille, et du coup, pour que je les représente mieux, il m'avait envoyé 5 ou 6 de leurs jeux à l'époque, y compris Ostia, donc j'avais pas eu besoin de le backer. Et donc, Ostia Pirates, évidemment, j'étais super excité, parce que moi, Ostia, j'adore ce jeu. On en a parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. C'est un jeu essentiellement de Mancala. Vous avez votre plateau individuel, sur lequel vous avez le port de Rome, donc l'Antiquité, bien sûr. J'essaie de vous retrouver ça, mais là comme c'est la campagne de Pirates, ils mettent plus en avant les nouveautés. Bref, on voit ici votre petit plateau individuel, avec donc différents types de bateaux que vous allez accroître au fur et à mesure. Votre flotte de bateaux va s'élargir au fur et à mesure que vous en construisez de nouveaux. Et vous allez les envoyer aussi sur les mers, en fait, principalement la mer Méditerranée. Vous voyez ici, avec un plateau central, avec un petit aspect course pour choper des petits tokens, des petits bonus, avec des espaces qui vous permettent de construire, vous voyez ici, des bâtiments, des monuments, que vous pourrez ensuite construire autour de votre port pour vous octroyer de nouveaux bonus ou des actions améliorées. Et donc ça c'est un truc qui marchait vraiment très bien chez moi, l'action de Mancala, puisque vous connaissez un peu le principe, vous allez prendre une des 6 cases de votre Mancala, prendre tous les bateaux qui se trouvent à l'intérieur, puis les répartir une case par une case, donc un bateau ici, un bateau là, un bateau là, un bateau là, en fonction du nombre de bateaux que vous aurez dans votre case initiale, et la dernière case où vous posez un bateau, eh bien vous allez appliquer l'action qui se trouve dessus. Donc en gros, on produit la ressource de la case que l'on choisit, on dispose des bateaux jusqu'à ce que l'on n'en ait plus, et le dernier qui est posé, on applique l'action de la case sur laquelle on s'arrête. Ça va être par exemple de la construction de bateaux, ça va être de la construction de bâtiments, ça va être des laissez-passer pour pouvoir justement permettre à nos bateaux sur le bateau central d'aller évoluer, etc. Ça va être du blé pour aller compléter des missions, enfin avec des marchands, etc. Et puis on a une dernière case que Xavier maîtrise très mal, et c'est pour ça que il n'arrive plus en fait à apprécier Ostia autant qu'il le pourrait / devrait. Et moi j'adore encore vraiment Ostia, ne serait-ce que pour cette action-là aussi, une action d'administration qui vous permet de en fait refaire un tour, refaire une action supplémentaire, donc il faut vraiment bien timer ses actions sur son Mancala, et c'est hyper efficace. Et donc quand l'extension Pirates a débarqué, bien évidemment que j'étais hypé à fond, parce que j'adore Ostia. Et on l'a reçu entre temps, on en a fait une partie avec Xavier. Déjà parce que Ostia, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais Ostia pour lui c'est plus aussi attrayant qu'il fut un temps, parce qu'il n'arrive pas à gérer cette action d'administration, et on en reparlera un de ces jours en podcast. Est-ce qu'il faut être bon dans un jeu pour pouvoir l'apprécier à son plein potentiel? Est-ce que finalement sentir qu'on est entre guillemets incompétent dans une partie à minima d'un jeu
peut pourrir un peu notre jugement vis-à-vis d'un jeu. Probablement oui, un spoiler alert, en tout cas en partie. Mais donc, ça l'attirait beaucoup moins. Alors que moi, Pirates, j'étais chaud comme la braise, et du coup, je l'ai backé bien évidemment. Alors, uniquement l'extension, parce que j'ai déjà le jeu de base, et l'extension, elle vient rajouter des coffres, des petits bateaux pirates, avec lesquels il va falloir, comment dirais-je, gérer en fait des combats, plus ou moins, puisque pour pouvoir évoluer sur le plateau central, il y aura donc des obstacles sous la forme, en fait, de bateaux pirates. Et puis on va aussi pouvoir engager des mercenaires pour mieux combattre ces pirates, on va pouvoir choper des coffres trésors, etc. Il y a plein de petits modules comme ça que l'on va pouvoir s'octroyer, dont on va pouvoir bénéficier pour renouveler un petit peu l'expérience sans forcément vraiment l'alourdir. Et ben ça marche très très bien. Le fait est que j'ai qu'une seule partie malheureusement de Pirates, donc de Ostia avec l'extension Pirates, mais elle m'a beaucoup plu, et c'était à Xavier, mais le truc c'est que Xavier il est plus attiré par Ostia, donc forcément ça ne sort plus tellement. J'ai eu l'occasion de le ressortir avec un ami récemment, mais jeu de base, parce qu'il ne connaissait pas le jeu, donc j'allais pas lui mettre directement Pirates dans la tronche, ça aurait été un petit peu méchant, le jeu est toujours aussi cool, mais je sais pas exactement quand et à quel rythme je vais pouvoir ressortir Ostia, parce que en dehors de Xavier, il n'y a pas grand monde qui joue avec moi, faut être tout à fait honnête, et les gens qui jouent avec moi quand Xavier n'est pas là, c'est mon fils, trop petit pour jouer à Ostia, ou un ami de temps à autre, et Ostia, c'est pas forcément, enfin c'est plus des gens qui aiment bien les jeux, disons, très simples, accessibles, c'est pas des gros joueurs à la base, ouais. Donc ouais, Ostia, pour moi, malgré tout, ça reste bien évidemment une bonne pioche, voilà, bonne pioche, parce que ça vient compléter un jeu que j'adore déjà, sans forcément l'alourdir, mais en nous faisant bénéficier d'une certaine profondeur de gameplay encore enrichie, avec de nouvelles options, mais encore une fois sans alourdir le jeu, et c'est très réussi. Donc ouais, si vous aimez Ostia, Pirates, je dirais pas que c'est un must-have, mais c'est une super bonne addition, je pense, au jeu. Encore une fois, sans l'alourdir. Donc ouais, très convaincu par Ostia Pirates, même si malheureusement il sort pas des masses. Ensuite, on continue avec Veiled Fate Tribunal. Alors vous le savez, on l'a dit à plusieurs reprises sur la chaîne, on n'aime pas beaucoup, Xavier et moi-même, les jeux à identité secrète, avec des déplacements secrets, etc. Mais comme toute bonne règle de grammaire française, pour le jeu de société aussi, il y a des exceptions. Et Veiled Fate, c'est une exception. C'est un jeu à identité cachée, on va incarner un demi-dieu parmi une douzaine, je crois, mais on peut tous les déplacer. On peut tous les déplacer sur les différentes régions. Il y en a quoi 1, 2, 3, 4, donc 8 régions et une cité centrale, dans une sorte de monde qui s'apparenterait à la Grecque antique, sauf que la mythologie n'est pas la même, on va dire, mais ça y ressemble, on va dire, à un monde un peu antique. On va les envoyer donc en différentes missions, des missions qui vont être renouvelées tour après tour, c'est les cartes que vous apercevez ici, qui vont donner du prestige ou en faire perdre aux différents demi-dieux qui se trouvent dessus. Il y a des événements qui vont venir impacter le cours de la partie sur la ville que vous voyez au centre ici, et donc c'est l'exception qui confirme la règle. On aime beaucoup Veiled Fate, Xavier et moi. C'est un jeu qui marche très très bien, peut-être aussi parce que même si on a cette identité cachée, le fait de pouvoir bouger tous les demi-dieux en permanence, y compris ceux que les autres joueurs contrôlent, sans qu'on ne le sache, bien évidemment, on ne sait pas qui contrôle quoi, mais les mouvements que l'on va entreprendre, ceux que nos adversaires vont entreprendre, vont amener une sorte de déduction progressive. On va essayer de deviner qui est quoi, qui est qui, tout en faisant en sorte aussi de ne pas se faire remarquer. Donc en fait, il n'est pas du tout impossible dans un jeu, dans une partie de Veiled Fate, qu'on touche en réalité assez peu son propre demi-dieu. On va aussi pouvoir activer des pouvoirs divins qui vont potentiellement pouvoir changer le cours de la partie de manière un petit peu inopinée, pour les autres en tout cas, de manière un petit peu brusque, même si ça coûte très très cher, c'est un sacrifice généralement. Il y a un système de vote aussi qui va pouvoir entrer en jeu parfois, lorsque l'on complète une carte de mission. Est-ce que c'est la partie blanche ou est-ce que c'est la partie noire qui va s'appliquer ? Donc est-ce qu'on va gagner du prestige, en perdre, en faire perdre, envoyer un dieu dans les enfers, ce genre de choses-là. Donc il y a plein de petites choses assez intéressantes dans ce jeu de déduction. Et donc, quand la campagne de Tribunal, donc l'extension pour Veiled Fate est arrivée, un petit peu comme avec Ostia, je me suis dit, j'aime beaucoup Veiled Fate, si on peut enrichir l'expérience,
ajouter de nouvelles choses, je suis évidemment partant. Dans Tribunal, on avait une extension Adria avec un nouveau dieu qui rentrait dans la partie qui venait amener son lot de chaos. On avait ensuite les Celestials, donc 7 petits rôles asymétriques qui va amplifier encore un petit peu la déduction et puis les petites stratégies que l'on peut utiliser pour, comment dirais-je, pour orienter nos adversaires vers d'autres déductions qui ne sont pas correctes, donc des petits rôles un petit peu asymétriques qui plus est, donc ça aussi c'est assez intéressant sur le papier, et puis une extension qui s'appelait Servants, avec des miniatures de titans qui se déplacent à travers les différentes régions, qui vont influencer les événements, le tout pour un coût pas si exorbitant, on parle de 49$ pour une extension toujours aussi deluxe, on a l'habitude avec Ivy Studio, l'éditeur, de faire des trucs assez deluxifiés. Et donc ouais, bien évidemment que j'avais envie d'y aller, et je ne me suis pas privé, d'autant plus qu'il y avait une petite extension Deluxe City, donc vous apposez ça sur le centre de votre plateau central, bien sûr, et donc en fait c'est une grosse miniature qui reprend une sorte de cité médiévale fortifiée, et il y a des emplacements directement pour les cartes que vous allez y apposer, donc c'est un petit élément de deluxification qui sert pas à grand chose, mais c'est sympa, et je l'ai ajouté également. Le fait est que depuis réception de Tribunal, eh ben, on n'a pas rejoué une seule fois à Veiled Fate. C'est pas forcément un jeu auquel on a envie de jouer très souvent. C'est un jeu qu'on aime beaucoup, Xavier et moi-même, mais c'est aussi un jeu qui nous a montré que, à quelques reprises, les parties sont assez inégales les unes entre les autres. On peut avoir une partie vraiment super agréable et une partie qui floppe un petit peu. L'ambiance peut varier d'une partie à l'autre, j'ai l'impression. Et du coup, on aimerait bien quand même, comme tout joueur je pense, quand on aime un jeu, avoir une expérience toujours solide, toujours agréable, toujours plaisante, et pas juste une fois sur deux. Peut-être que c'est un petit peu ça. C'est peut-être par la nature du jeu aussi, hein. Peut-être ça s'explique en fait naturellement par ce que Tribunal, ce que Veiled Fate est en réalité. Je sais pas, il faudrait que j'approfondisse un petit peu la question, que j'y rejoue, y compris avec Tribunal d'ailleurs, pour pouvoir en parler un petit peu plus en détail. Mais donc oui, vous l'aurez compris, Tribunal, il n'est pas sorti, donc il est un petit peu difficile à juger en l'état. Les artworks sont toujours aussi beaux, la DA est toujours vraiment très très cool, j'adore vraiment l'univers de Veiled Fate, j'aime beaucoup le jeu de base, donc j'ose penser que l'extension peut ajouter pas mal de choses qui semblent assez intéressantes, assez variées. En plus, on a vu qu'il y a 3 extensions. En fait, on pourrait dire que c'est des modules. En réalité, c'est pas hyper massif en termes d'ajout, donc c'est plutôt des modules que des extensions. Qu'on peut utiliser en mix match, c'est-à-dire que cette fois-ci on va utiliser les servants, la prochaine fois on essaiera avec les rôles asymétriques que l'on a vu ici, donc c'est les Celestials par exemple. Donc ouais, j'ai quand même hâte de le tester, et pour autant, j'ai pas hâte, dans le sens où ça peut arriver dans 6 mois, ça me dérange pas, j'ai pas hâte, dans le sens, un sentiment d'urgence qui fait que j'ai envie de le sortir très très bientôt. Non, ça peut attendre, mais je sais que ça finira par arriver. Donc pour l'instant, il est encore dans ma ludo, mais j'ai quand même très envie de l'essayer un de ces jours, même si je peux tout à fait me satisfaire du jeu de base, parce que je le trouve déjà très satisfaisant dans son genre. Ce pourquoi je le mettrai encore dans la ludo, mais l'extension elle-même, pas le jeu de base je pense. Le jeu de base a priori ça va, c'est safe, mais l'extension, si dans un an et demi, elle sort pas, que le jeu de base non plus sort pas, j'exclus pas une vente en réalité, j'exclus pas non plus de dire que c'est une erreur de casting, parce que, comme me l'avait dit Nyx à l'époque où je l'avais backé, c'est un jeu qui se suffit à lui-même, et qui n'a pas besoin d'ajout, qui n'a pas besoin d'une extension comme celle-ci, et en soi il avait raison, mais cette remarque on peut la faire à propos de beaucoup de jeux qui ont des extensions, les jeux se suffisent à eux-mêmes, ils sont plaisants en l'état, parfois l'extension qu'on ajoute par-dessus le rend encore meilleur, parfois ça flop et on préfère rejouer sans l'extension. Je ne sais pas encore de quelle catégorie ça appartiendra, ce petit Tribunal pour Veiled Fate. En l'état, il est encore dans la ludo, mais peut-être que je me séparerai de l'extension seule, tout en gardant le jeu de base. À l'avenir, on verra bien. Pour l'instant, donc encore dans la ludo pour Veiled Fate Tribunal. On a parlé à plusieurs reprises dans ce segment, d'ailleurs dans cette rétrospective à travers les différents épisodes, de mon goût, de mon attrait pour le football, et oui c'est comme ça, et du coup encore un jeu de football. Après Undici, cette fois-ci on va parler de Super Club Rivals, un autre jeu que j'ai backé sur cette thématique de football avec, oui je le sais, avant que vous ne le disiez en commentaire, une DA hachée contre un arbre. Je le sais, le jeu est pas beau, mais il avait l'air sympa. Et en plus de ça, c'est un jeu de Super Club,
qui avant ça avait proposé eh bien justement le jeu éponyme Super Club, donc un jeu de football aussi, sauf que là Super Club Rivals c'est uniquement pour 2 joueurs, donc ça correspond bien mieux à la physionomie on va dire de notre groupe habituel, à savoir Xavier et moi, et de temps en temps d'autres personnes qui en plus aiment pas le foot. Bon, donc je me suis dit, ça correspond à peu près, Super Club a plutôt de bons retours, donc on va essayer. Super Club, il était aussi assez populaire parce qu'il avait proposé des extensions avec des licences, donc des vrais clubs comme je sais pas, Barcelone, Bayern Munich, etc. Et malheureusement, c'est aussi la raison qui les a amenés à mettre clé sous la porte. Et oui, après Super Club Rivals. En fait, ce qu'ils nous avaient pas dit à l'époque, c'est que Super Club Rivals, c'était un peu la dernière tentative de renflouer un petit peu les caisses parce que Super Club, premier du nom, avait pas suffisamment marché et donc n'avait pas permis d'éponger les dettes quasiment qu'ils avaient dû engranger pour obtenir les licences des clubs qu'ils avaient mis en avant pour Super Club. C'était casse-gueule comme move, un jeu pas suffisamment connu, un éditeur pas suffisamment connu pour assumer finalement les licences qu'il a dû payer. Et donc Super Club Rivals, c'était leur dernier projet, j'ai eu la chance de le recevoir, c'est pas le cas de tout le monde, il y avait 1258 backers, et apparemment il y en a quand même un paquet qui l'ont jamais reçu. Et du coup j'avoue que cette histoire, elle a foutu un peu du plomb dans l'aile de ma hype, de mon envie de tester Super Club Rivals, d'autant plus que Xavier ne le demandera jamais, lui qui aime pas le foot, il m'avait dit qu'il était partant pour essayer, comme il avait gentiment fait pour Undici, qu'il avait d'ailleurs beaucoup apprécié. Donc j'avais un bon espoir de l'essayer quand même, malgré tout, d'autant plus que vous voyez, hein, même à terme, dans quelques années avec mon fils, bon, il n'y a pas de texte, donc c'est quand même très abordable, mais cette histoire de tous les backers qui n'ont pas pu le recevoir, de pas suivi derrière le projet parce que du coup ils ont mis la clé sous la porte, de livrets de règles extrêmement lacunaires qui manquent de clarté, de clarification sur certains points de règles, etc. font que j'ai jamais testé. Et pour autant, maintenant que je reparcours la page de la campagne, et que je me dis de plus en plus qu'à l'époque j'avais pas forcément remarqué, mais qu'il semble vraiment y avoir de l'IA un peu partout pour la création artistique, la génération, comment dit-on déjà? J'ai perdu le mot, on s'en fout. La génération IA, pour ce qui est de la DA, de manière générale, je pense qu'il y a pas mal d'IA là-dedans. Mais quand je reparcours la page, malgré tout, j'ai envie de le tester. Il y a du draft, on va le drafter des joueurs pendant une sorte de saison de transfert, on va dire. On va pouvoir investir justement pour scouter, pour choper de nouveaux joueurs, on va pouvoir les entraîner pour leur faire gagner un peu en expérience et donc en capacité. On va pouvoir jouer des matchs en construisant un petit peu notre formation idéale pour affronter notre adversaire. Il y a plusieurs petites phases pour jouer une saison, ça coûtait pas très très cher en plus, même si moi j'avais pris le pledge à 49, 49 € parce que ça rajoutait 3 petites extensions pour 6 nouvelles couleurs de joueurs à pouvoir drafter, recruter, etc. Donc j'étais quand même assez chaud malgré tout pour Super Club Rivals, qui malgré sa DA un petit peu amateur, on va dire, et pour autant pas mal réalisé. On avait même un petit insert avec des talkbox en carton relativement cheap, mais qui font le boulot. C'était plutôt cool en réalité. De l'IA partout, là pour les stats, vraiment ça se ressent, hein. J'avais pas très fait attention à la base, mais ça se voit vraiment de manière assez évidente. Mais ouais, Super Club Rivals, un jeu que j'aimerais bien tester quand même un de ces jours, malgré tout, parce que il a l'air assez sympa, mais c'est vrai que cette histoire des backers pas livrés, de l'éditeur qui n'a pas finalement fait suffisamment attention avec la gestion des licences, qui leur a coûté trop d'argent alors qu'ils n'en avaient pas encore assez, ils n'avaient pas encore de reconnaissance assez importante pour pouvoir oser un truc comme ça, ça a entaché un petit peu l'image que j'avais du jeu et du coup l'intérêt que j'ai à son égard. Donc bien évidemment Super Club, bon, il n'est pas vendu parce qu'il n'est pas tellement vendable en réalité dans cet état, parce que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé, il n'y a pas de suivi, etc. Est-ce que c'est une erreur de casting? On pourrait potentiellement mettre ici en réalité, parce que je sais que Xavier aime pas spécialement foot, il acceptera une partie malgré tout parce que c'est moi, parce qu'il a envie de jouer quand même, etc. Qu'il n'est pas à l'abri d'une bonne surprise comme avec Undici par exemple, mais est-ce qu'il va avoir envie de jouer régulièrement? Non. Pour ce qui est de mon fils, ce sera dans quelques années, est-ce qu'il va aimer le foot? C'est pas dit non plus. C'est pas poubelle, même si ce serait tentant, parce qu'il s'est passé, le scénario de la campagne et de la post-campagne, ça pourrait finir en poubelle. Mais en l'état, non, pour l'instant, il est encore dans la ludo, pas testé,
encore là, mais il pourrait très très vite chuter assez rapidement en au moins vendu. Pour l'instant c'est pas le cas, il est là, donc encore dans la ludo, mais vous comprenez que c'est avec des grosses pincettes. On continue avec un jeu qu'on a rejoué il y a de ça 3 jours, je crois, ouais, avec Xavier et un autre collègue, non, haha, j'avais oublié, comment j'ai pu oublier ça d'ailleurs, on a testé ça, on a retesté ça avec donc Xavier, un de nos collègues avec qui on joue assez fréquemment, et avec Anthony, le commentateur vedette de la chaîne. Il s'agit de Wrath, un jeu de Cheap Theory Games, parce que oui, Anthony était de passage donc en Asie comme assez souvent, parce que sa femme est taïwanaise, donc il vient de temps à autre chez la belle famille, et il nous a fait le plaisir d'un petit détour par le Japon pour venir nous voir. C'est quand même extrêmement sympathique, comme on pouvait s'en douter. Et donc, à l'époque, Wrath, j'avais backé ça en mars, avril, je ne sais plus, de 2024, un jeu de Cheap Theory Games, mais c'était à l'époque le début de cet élargissement de la gamme, on va dire, de Cheap Theory Games. À l'origine, c'est un éditeur qui fait des jeux résolument experts, avec du matos foisonnant, du néoprène, du chip de poker, etc. Ils sont connus pour cet aspect de luxifié à outrance et des jeux très complexes. En 2024, ils opèrent une sorte de petit virage stratégique où ils commencent à accepter et à développer en interne de plus en plus de projets beaucoup plus accessibles. Vous les avez vus notamment avec les 20 Strong par exemple, mais également avec Wrath. Wrath qui n'est pas une création du studio Cheap Theory Games, mais une création de Manny Tremblay, l'auteur, enfin un des deux co-auteurs de Dice Throne. Donc vraiment des jeux beaucoup plus accessibles pour le coup, Dice Throne, mais il se trouve que Manny Tremblay est pote avec les gars de Cheap Theory Games, et du coup il s'est dit, tiens, moi j'aime pas les jeux de contrôle des territoires, donc challenge, je vais en faire un que je serais susceptible d'aimer moi, alors que j'aime pas ce genre de jeu là. Et ça donne Wrath. Et le mec, il s'est fait plaisir au niveau de la DA. Il est aussi connu pour ça, Wrath, pour une DA complètement barrée. Là, comme ça, de prime abord, ça saute pas forcément aux yeux, mais quand on descend un petit peu, voilà. Wrath, ça ressemble à ça. Vous avez votre plateau central avec 8 régions, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, qui sont complètement néons. D'ailleurs en anglais, ils le disent, je crois, neon soaked, on est baigné dans le néon, c'est hyper flashy. Les plateaux de joueurs qui sont aussi en néoprène bien sûr, Cheap Theory Games oblige, sont également très flashy, bon, plus certains que d'autres, vous en conviendrez, mais le matériel est toujours hyper quali, et c'est vrai qu'au moins il a une identité visuelle bien à lui. Hein, clairement, vous ne verrez pas cette DA partout, hein, ça c'est assez particulier. C'est un jeu donc, de contrôle de territoire, comme je disais tout à l'heure, pour 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 1 heure, donc il y a des parties assez ramassées, assez courtes au final, et c'est un jeu de contrôle de territoire assez simple en réalité, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez donc votre faction légèrement asymétrique. C'est pas de la grosse asymétrie, mais il y en a quand même un petit peu, et elle est assez significative, et c'est aussi tout le sel du jeu. Vous allez avoir plein de grouillots, hein, donc c'est un peu de la chair à canon, que vous allez pouvoir déployer dans une zone commune à tout le monde, mais sur laquelle on n'a pas le droit de guerroyer. Attention, pour guerroyer, il faut les déplacer sur une des 8 zones qui se trouvent numérotées 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, on peut se foutre sur la tronche, et en fait, le truc très simple en termes de gameplay, c'est que on va avoir une action par tour chacun, donc ouais, c'est très abordable, très simple, c'est de vous retrouver ça de manière un peu plus mise en évidence, pardon. Alors, est-ce que le gameplay est ici, voilà. On va avoir une phase de draft en fait, simplement, on va ajouter, quand on est 4 joueurs, on va acheter 9 dés, on va se retrouver à en avoir 2 chacun, sauf celui qui a le moins de points au total pour l'instant. Il a un petit mécanisme de rattrapage qui va lui permettre d'obtenir un 3e dé parmi ces 9 dés jetés au départ. D'accord ? Ensuite, à partir de là, on va sélectionner un de nos dés et on va accomplir l'action qui se trouve dessus. Donc en fait, les actions, elles sont assez peu nombreuses. On a l'attaque, on a le déploiement de nouvelles troupes, on a l'obtention de la seule ressource du jeu qui est le Kora, que vous voyez ici. Bref, on a 4-5 actions, quelque chose comme ça. Et chaque joueur autour de la table aussi un dé que vous voyez ici, hein, dans un petit carré prévu à cet effet sur notre plateau personnel, qui est le... comment ça s'appelle déjà j'ai oublié comment, le All Seeing Die, c'est écrit ici. Qui lui aussi va vous permettre de bénéficier d'un petit bonus assez intéressant, genre un Kora, donc la ressource
instantanément. Ensuite, un x2 qui permet de doubler l'action que vous allez entreprendre avec un de vos dés classiques, par exemple. Une frappe à distance, sur les choses là. Donc un dé qui va être amené à être modifié, enfin relancé tour après tour, lui aussi. Et puis surtout, vous le voyez d'ailleurs sur la petite gif ici, là les petites factions, les petites unités de votre action, asymétriques, que vous allez pouvoir envoyer. Mais eux, ils coûtent cher justement en Cora, la seule ressource du jeu, pour pouvoir les envoyer, sachant que certaines de ces unités, au-delà d'avoir un pouvoir asymétrique intéressant, elles vont aussi vous donner des points de victoire à la fin d'une manche s'ils sont encore en vie présents sur le plateau. Donc c'est doublement intéressant parce qu'ils sont généralement plus puissants que les grouillots, ils ont leur petit pouvoir asymétrique, et en plus de ça, ils vous rapportent des points de prestige en fin de partie. Autre point intéressant aussi dans Wrath, c'est que tous les joueurs autour de la table ont une carte, et une seule carte, à côté de leur plateau, que vous voyez ici, qui s'appelle une carte de Feat. C'est un pouvoir asymétrique. On a plusieurs types, généralement chaque faction on a 3 ou 4. Vous choisissez parmi les cartes en question. La plupart des cartes ont un effet persistant, donc sur toute la partie, ou ont un effet one-shot, donc vous l'utilisez une fois dans la partie, au timing qui vous semble être le plus approprié, et vous le déclenchez. Et c'est souvent un effet dévastateur, susceptible de retourner une partie, mais utilisable une seule fois, bien évidemment. Et comme tout le monde a un pouvoir pété comme ça, bah finalement, ça reste plutôt équilibré, et Wrath, ça marche très très bien. On l'avait essayé jusqu'à présent avec Xavier 2 fois, si mes souvenirs sont bons, et on voulait l'essayer récemment à 3 ou à 4 joueurs, c'est ce qu'on a l'occasion de faire avec Anthony justement, et Julien, pour justement pouvoir vous en parler prochainement, parce qu'il va sortir en français grâce à Lucky Duck Games, une des dernières localisations de Lucky Duck Games, si l'on en croit leur récent message. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais quand même. Donc on a hâte de vous en parler, d'en refaire une partie peut-être à 2 ou à 3 pour tester différentes factions, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, Wrath, ça marche très très bien. C'est un jeu hyper accessible, donc c'est le début de cette gamme Cheap Theory Games beaucoup plus accessible, beaucoup moins expert, avec une DA qui est très très clivante, hein. Certaines personnes n'apprécieront clairement pas, mais non, pour moi, ça reste une bonne pioche, hein. Wrath, c'est vraiment cool, ça tourne très bien, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est relativement court, notre partie à 4 a duré quoi, 1h10, 1h15, je sais plus, avec 2 nouveaux joueurs, donc vraiment très efficace, très sympa, moi j'aime bien la DA pour le coup, même si c'est très très perché, qu'on a l'impression que Manny Tremblay était un petit peu sous acide lorsqu'il a pondu la DA de ce jeu, mais non, vraiment très efficace, Wrath, et en plus de ça, encore une fois, un jeu de contrôle du territoire simple, accessible, mais avec de la symétrie, un petit peu de profondeur de gameplay, des pouvoirs pétés pour tout le monde. Non, vraiment, Wrath, c'est cool. On enchaîne, pour l'instant je suis sur un beau ratio, hein, 5 jeux, 5 encore dans la Ludo, même si, bon, Super Club Rivals, entre parenthèses. On continue avec un jeu qui va peut-être pas se terminer dans cette même catégorie, hein, puisqu'il s'agit de Power Vacuum. Power Vacuum, The Treasonous Trick-Taking Game. C'est un jeu de Malachi Ray Rampen, dont vous avez peut-être entendu parler récemment dans le menu crowdfunding, puisque récemment il a aussi proposé... Ah, je me suis gouré, j'ai pas ouvert l'onglet que je voulais. Donc Malachi Ray Rampen, il a proposé récemment Almighty, qui est un jeu qui a très très bien marché, puisqu'il a fait je crois 6000 ou 7000 contributeurs, un jeu dans lequel on incarne des dieux. Donc ça a l'air d'être très très cool, avec toujours une très très jolie DA d'ailleurs. Et d'ailleurs il en allait de même avec Power Vacuum, qui avait une DA un petit peu barrée, un petit peu originale. En fait, on est dans une sorte de dictature qui peut ressembler un petit peu à la dictature soviétique de l'URSS de l'époque. Ça fait très rétro d'ailleurs, sauf que tous les personnages en fait sont des appareils électroménagers. Donc en fait, on a le Vacuum, donc l'aspirateur dictateur, qui vient de passer de vie à trépas, et donc chacun autour de la table, on va essayer de le remplacer pour devenir en fait le nouveau leader de la nation, quoi, en fait, tout simplement. Mais en fait, ça reste un jeu de pli. Voilà. C'est un jeu de pli, assez chaotique semble-t-il, pour 30 à 45 minutes, 8 ans et plus, 1 à 5 joueurs, un jeu dans lequel on va avoir des, des suites qui vont varier de puissance au cours de la partie. On voit qu'il y a des sortes de prises, on va effectuer des branchements différents pour modifier la puissance de telle ou telle suite, etc. On va aussi pouvoir construire des statues en l'honneur de notre personnage, on va dire, des statues de leader, quoi, à base de petits meeple screen print assez mignons. C'est très barré thématiquement, c'est du jeu de pli, ça s'apprend assez facilement, hein, vous l'avez vu, c'est 8 ans et plus, donc ça reste très très accessible. Il n'y a pas de texte sur le matos, donc potentiellement c'est assez familial aussi.
et vous voyez ici donc le control board avec le niveau de pouvoir qui va varier quand on va brancher sur ces fameuses prises notre petit, enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est un consent, non c'est pas un consent en anglais, c'est voilà, la prise électrique quoi, en gros vous avez compris, on s'en fout. Et voilà, c'est à peu près tout. En réalité, j'ai pas joué, donc je vous le dis tout de go. Power Vacuum, je l'ai pris principalement parce que l'univers était complètement barré et que ça me parlait bien. Donc je me suis laissé tenter, d'autant plus que, vous l'avez vu, Cole Wehrle, l'éditeur et l'auteur de Root, en disaient beaucoup de bien. Donc j'aime bien quand d'autres auteurs de jeux, parce que quand c'est des créateurs de contenu comme moi-même, faut toujours prendre ça avec des grosses pincettes, quand c'est des auteurs de jeux, ils mettent un petit peu en jeu leur légitimité aussi, quand ils font un commentaire de ce genre-là, donc j'aime bien ça. Même si en réalité, il suffit qu'il soit pote avec l'auteur du jeu qu'il défend ici, et c'est pas plus légitime qu'un créateur de contenu en réalité, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je m'étais laissé tenter, laissé tenter, oui c'est ça, par Power Vacuum, mais en réalité, vous le savez, Xavier et moi-même, on n'est pas spécialement des joueurs de jeux de pli, en réalité. On joue très très peu à des jeux de pli, on peut les apprécier, mais c'est pas quelque chose après lequel on court. Voilà, on n'est pas vraiment des gros fans, des aficionados de jeux de pli, et donc on n'a jamais pris le temps de se lancer là-dedans, d'autant plus que, encore une fois, je me répète, mais on est généralement à 2 joueurs, les jeux de pli à 2 joueurs, ça existe, parfois, paraît-il, c'est très cool, mais c'est généralement quand c'est fait pour être à 2 joueurs uniquement, je crois. Power Vacuum, c'est pas le cas, c'est plus pour donc 3-5 joueurs, on va dire. Je sais pas ce que ça vaut à 2 joueurs, faudrait que je check sur BGG ce que les gens en disent d'ailleurs. Vous me direz en commentaire si vous l'avez testé. D'ailleurs, au pire, je sais qu'il y a des fans de jeux de pli parmi les abonnés aussi. Donc, je sais pas, on verra bien. Mais un de ces jours, je pense que je le testerai quand même, malgré tout. Ça m'a pas coûté très très cher. J'avais pris le pledge à 45, je crois. Bon, ce qui est quand même pas donné pour un jeu de pli au final. Mais bon, je me suis laissé tenter par la DA dans une période qui n'était pas forcément très très très, comment dirais-je, prolifique. C'était avril-mai. Oh, quand même. Et donc, Power Vacuum, pour l'instant, il est encore dans la ludo. Mais lui aussi, tout comme Super Club, à terme, pas du tout impossible qu'il s'en aille. C'est pour l'instant, de ceux qui ont été listés, le plus probable. Parmi ceux qui pourraient quitter la ludothèque, c'est le plus probable, en tout cas le plus rapidement disparu à mon avis, parce que je ne le vois pas sortir tant que ça. À 2 joueurs, j'ai pas envie de l'essayer à 2 joueurs. À 3, on n'a pas vraiment de joueurs autour de nous qui sont fans de jeux de pli, même si c'est barré, donc je le sens bien vendu dans quelques mois, mais j'aimerais bien le tester au moins une fois avant. Pour l'instant, il est encore dans le ludo, mais Super Club Rivals et Power Vacuum, j'ai du mal à dire que c'est positif qu'ils se retrouvent là pour autant. C'est juste une question de temps plus qu'autre chose, j'ai l'impression. On continue avec encore une extension. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Pirates, je vous ai parlé de Tribunal pour 2 jeux précédemment sortis. Encore une extension, cette fois-ci c'est Fractured Sky avec Rift. Micro-extension, vous voyez que c'est une toute petite boîte qui pourrait théoriquement loger dans la grosse boîte d'ailleurs. On avait couvert Fractured Sky pour la campagne en VF. Ils avaient fait une campagne en VF spécifiquement pour Fractured Sky, si mes souvenirs sont bons, avant celle-ci. Et on l'avait couvert, ils nous avaient envoyé une boîte en super deluxe d'ailleurs, très très cher au passage. Et on avait bien apprécié Fractured Sky. Plus moi que Xavier quand même, mais lui aussi il avait bien apprécié. Pour autant, c'est pas un jeu qu'on a envie de sortir très souvent, quoi. Il n'est pas sorti depuis bien 1 an, je pense. C'est un jeu agréable, qui est peut-être aussi agréable en partie parce que le matos est complètement délirant, parce que nous, la version que nous avons, on va être votre petit, vaisseau. Tous vos vaisseaux, ils sont aimantés, et vous pouvez ajouter les chips en dessous, directement, et ça s'accroche avec un petit cliquetis super agréable. Je suis assez sensible à ce genre de choses là. Les plateaux individuels sont de game trays, les miniatures dans tous les sens, c'est assez joli, même si la DA est un peu particulière, là vous en conviendrez, c'est assez spécial. C'est en plus assez court, 40 à 90 minutes la partie, c'est plutôt très bien produit, comme souvent avec Ivy Games, d'ailleurs le même éditeur que Veil Fate, je ne l'ai pas précisé, mais Veil Fate c'est le même éditeur que Fractured Sky, ou vice versa. Et donc Rift, c'est une extension pour un jeu que j'avais bien apprécié à ce moment-là, et puis ça coûtait que dalle, 19$, et là je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est du FOMO, c'est de la collectionnite en réalité, comme ça l'était déjà un petit peu aussi pour Veiled Fate, mais Veiled Fate je l'aimais beaucoup, et j'avais envie vraiment d'explorer ces nouveautés. Fractured Sky, entre le moment où on a fait 4-5 parties pour la review à l'époque, et la sortie de Rift sur Kickstarter, on n'y avait pas rejoué en réalité.
et j'avais vraiment pas besoin d'y aller, parce que le jeu est déjà cool en l'état, mais déjà en l'état il sort pas. Donc j'avais pas spécialement envie d'avoir de nouveautés, c'est juste que moi là je me disais bon 19$ c'est pas cher, c'est pour compléter le jeu, allons-y. C'est une très mauvaise raison d'aller backer un jeu, on est tous d'accord. Ça fait partie de l'évolution progressive d'un backer Kickstarter, hein. On passe tous par ces phases où on achète des trucs de manière un peu irrationnelle, j'ai envie de dire. C'était un bac un petit peu irrationnel. Ceci étant dit, encore une fois, hein, Fractured Sky, c'est plutôt cool. On va avoir donc différentes factions avec nos vaisseaux que vous voyez ici, qui sont, dans la version que nous avons, nous, aimantés par le bas, hein, au niveau du petit nuage, là, et vous allez y accoler des petits chips, un petit peu comme façon poker, de 0 à 10, c'est la puissance de feu que vous allez engager dans une potentielle bataille, puisque vous voyez qu'il y a différentes régions sur un plateau central, voilà ici, vous voyez le plateau central avec les différentes régions, et on y va pour obtenir des ressources, mais également une forme de majorité, on va dire, on va pouvoir construire aussi différents types de bâtiments qui vont nous octroyer plus de puissance, plus de présence locale, on va dire. C'est très efficace, ça marche très très bien, c'est très facile à prendre en main qui plus est, mais ouais, ça sort pas spécialement beaucoup et il se suffisait à lui-même. Là on a une petite extension Rift qui vient ajouter un nouveau set comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est une sorte de petits gemmes, de petits diamants que l'on peut trouver, ça s'appelle les Starfalls, donc des poussières d'étoiles on va dire quoi, en gros. Qu'on trouve un petit peu partout sur le plateau, qui sont des points de victoire aussi. On va pouvoir aussi avoir une stratégie sur le plus long terme, qui va pouvoir aussi nous permettre de checker un peu plus facilement les missions à venir, ce sont des objectifs communs à compléter pour espérer scorer un maximum de points. On va pouvoir aller regarder un petit peu ce qui se trouve derrière à l'avance, moyennant finance bien sûr. Donc ouais, il y a des petits ajouts, des petits twists qui peuvent être intéressants, mais pour un jeu que j'avais pas spécialement envie de sortir très souvent déjà, c'est vraiment pas une nécessité, et si c'était à refaire, je ne le referai pas, parce que le jeu de base se suffit à lui-même, encore une fois, et puis surtout, le jeu de base, il sort pas, et il me manquerait pas s'il était vendu. Le fait est qu'en fait, Fractured Sky, on a la version super deluxe, hyper classe, avec un matériel hyper agréable, et c'est aussi pour ça qu'il reste, en vrai, parce que je pense qu'à terme, il devrait partir. Je sais pas, en vrai, pour l'instant, encore maintenant, il est dans la ludo, avec le jeu de base. Et là, en même temps que je vous parle, et ça fait quelques jours que j'y songe, hein, assez fréquemment, j'arrive 4 fois dans l'année, je fais une grosse vente de 10-15 jeux, que ce soit sur un groupe de joueurs locaux ou sur un site de revente japonais qui marche très très bien, qui reprend absolument tous les jeux, de toute façon, quel que soit le jeu, à plus ou moins bon prix bien évidemment. Et là, plus je vous en parle, plus Power Vacuum et Fractured Sky, je me dis que ils sortent pas, j'ai pas très envie de les sortir. Ça pourrait bien dégager en réalité. Et en vrai, si quelqu'un me propose Fractured Sky, tu as un ami qui vient, qui connaît pas Fractured Sky, qui le voit et qui me dit ah, j'aimerais bien tester. Ok, avec plaisir, aucun souci, ça me ferait plaisir de le ressortir. Est-ce que j'ai besoin de le posséder? Pas tant que ça. Et je pense, vous me direz en commentaire, qu'on est assez nombreux à être dans ce cas-là, à avoir des jeux qu'on aime bien. Fondamentalement, si on avait un espace de jeu de 150 mètres carrés et des amis pour y jouer tous les soirs, on pourrait en garder plein, mais c'est pas le cas. Et du coup, on a plein de ces jeux qu'on aime bien, mais qui sortent pas. Et s'ils partaient, si d'un jour à l'autre ils disparaissaient et qu'on ne s'en rendait pas compte, ils nous manqueraient pas tellement, quoi, en vrai. Donc, à mesure que je vous parle dans cette vidéo, je me dis que dans la prochaine fournée, qui sera certainement la semaine prochaine, Fractured Sky avec l'extension, peut-être vendu quand même. Mais en même temps, si je le dis en vidéo comme ça, que la vidéo est postée sur YouTube, je dois m'y tenir. Donc la pression, je me mets la pression tout seul en faisant ça. Et quelque part, why not? Parce qu'il sortira pas, et j'ai pas très envie de le sortir. Allez, on va dire que ouais. On va dire que Fractured Sky en direct live devant vous, je le mets en vente. Voilà. Alors malheureusement, pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser en France ou au Canada, où vous soyez, ce sera pas pour vous parce que les frais de port seraient vraiment inintéressants pour tout le monde, donc bon, c'est malheureusement pas accessible. Mais je vais le revendre au Japon, je pense. Voilà, c'est acté, je vous le dis en direct, c'était pas du tout prévu. Mais ouais, je vais vendre Fractured Sky avec l'extension qui va avec, bien sûr. Je pense qu'en plus je pourrai en tirer un assez bon prix et il me manquera pas. Je pense dans 1 an, 2 ans, je me dirai, ah, j'aurais bien fait une partie quand même, mais de là à le regretter, non, je pense pas. Donc je pense que je vais le vendre. Et Power Vacuum, peut-être aussi. Je me réserve encore un petit peu le droit d'y réfléchir. Voilà donc pour Fractured Sky. Le prochain projet, ça va aller beaucoup plus vite.
c'est Apothecary. On en a parlé pas mal chez nous, mais également chez Nyx, dans différents podcasts. Un jeu que j'avais backé parce que la page de campagne était vraiment cool, que l'univers était très mignon, très sympa, que le jeu semblait promettre une expérience assez agréable. Pour 1 à 4 joueurs, environ 60 minutes la partie, donc un jeu plutôt ramassé, plutôt facile à sortir théoriquement, avec un assez beau matos, une belle DA, dans lequel on est une sorte d'apothicaire, d'alchimiste on va dire, et on va devoir guérir différents héros qui reviennent de leurs aventures, de différentes blessures, en leur préparant des gâteaux en tout genre, des potions en tout genre, pour les soigner ou éviter qu'ils ne passent de vie à trépas, parce que si c'est le cas en plus, ils se retournent et deviennent maudits et ils vont nous faire chier potentiellement. La page était vraiment choupie, elle narrait quasiment le lore du jeu, l'univers, ce qu'on allait y faire, de manière assez efficace, avec des petits gifs tout mignons, etc. Les créatures étaient vraiment choupies. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on avait un petit plateau personnel de laboratoire d'apothicaire qui semblait sympa, double épaisseur avec des petits jetons qui allaient s'apposer dessus. En réalité, on se contrefout des jetons, et de la double épaisseur aussi d'ailleurs, en réalité. C'est un des rares jeux qui décide vraiment pas ça, je trouve. J'avais même pris une édition Deluxe avec remplacement de toutes ces petites potions en carton par de l'acrylique. Vous les voyez ici, voilà, donc c'est très très joli effectivement, avec une petite extension qui rajoute de nouvelles cartes, Rainbow Bakes et Mana Springs. Mais le fait est que, c'est nul. Apothecary, c'est pas une surprise si vous suivez la chaîne ou celle de Nyx, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est un jeu qui marche, qui marche vite fait. Il y a des idées qui sont pas dégueulasses, mais ça marche vraiment pas bien en réalité, parce que on va faire très 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 peu de choses. C'est un jeu qui est vraiment pas gratifiant, on va faire trop peu de choses en réalité. Il y a une phase où on va partir à la cueillette de différents ingrédients à travers les différentes régions qui composent l'univers de Apothecary. On va utiliser les ingrédients pour faire de l'alchimie dans notre laboratoire pour créer des potions. Les potions, on va les utiliser, certaines d'entre elles sont défectueuses et donc ont des effets négatifs, ça peut arriver. D'autres ont des effets qui nous permettent de soigner les blessures de héros qui reviennent du combat, mais potentiellement si on les soigne pas à temps, ils vont se retourner et nous emmerder par la suite. Bah non, c'est vraiment pas terrible, hein. Vraiment, c'est pas gratifiant, c'est à la fois trop court, trop long. C'est-à-dire que la partie dure longtemps, mais on a l'impression de rien faire, donc d'être trop court parce qu'on n'a pas le temps d'entreprendre grand-chose en réalité. Donc jeu bien produit, avec des idées qui n'étaient pas dégueulasses à la base, mais qui manquent très clairement de développement. Je pense que c'est un des soucis principaux, c'est que ça manque vraiment de développement. Et puis aussi, il y avait pas mal de personnes qui, au fur et à mesure, post-campagne, se demandaient si c'est pas un jeu totalement par IA. Parce que en fait, même les actus postés par les créateurs, ça avait l'air écrit par une IA totalement impersonnelle. On sentait aucune passion. L'ADA, bon, c'est toujours un peu difficile de savoir de manière précise, mais ça pourrait en être aussi. C'est visuellement assez charmant, mais non, ça marche vraiment pas très bien, Apothecary. Donc non, pour nous, Xavier et moi-même, c'était poubelle. Il est reparti très très rapidement, et sans aucun regret. Donc ouais, grosse erreur que ce Apothecary. C'est même pas une erreur de casting, hein, il avait l'air plutôt sympa, mais ouais, il misait beaucoup sur l'apparence. Je pense que ça l'a beaucoup aidé pour faire du bon score, parce qu'on parle d'une campagne primo-éditeur à près de 10 000 contributeurs, donc un énorme résultat. Mais sur BG qui n'est pas du tout bien évalué, je pense que beaucoup de gens l'ont déjà revendu, donc ouais, poubelle pour moi. Voilà pour Apothecary. On continue avec la 3e apparition dans ce segment de la rétrospective pour Ivy Studio. Ivy Studio, donc on en a parlé tout à l'heure pour Veiled Fate, mais également pour Fractured Sky, que j'ai mis en vente devant vous. Je ne l'ai pas encore mis en vente, mais j'ai acté la vente devant vous en direct live. Et ben ça va être encore plus rapide avec Brink, puisque Brink, je vais en parler, hein, je reviens une seconde sur cette page-là, mais on va en reparler. Brink, c'est déjà vendu. C'est vendu parce que c'est une erreur de casting. Je vais laisser dans erreur de casting. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors Brink, c'est encore un jeu de Ivy Studio. En réalité, déjà à ce moment-là, faut savoir que, donc, comme je vous l'ai dit, 3e apparition dans le même segment de vidéo pour Brink, sur la seule année 2024, ça veut dire qu'ils avaient fait 3 campagnes la même année. Et on était qu'en juillet. Donc 7 mois 2024, 7 premiers mois 2024, déjà 3 campagnes par le même éditeur. Ils sont un petit peu allés trop fort, je trouve. Hein. Ils ont poussé le bouchon un peu trop loin. Le boucher aussi dans les orties, pourquoi pas, après tout, je ne sais pas. Mais le bouchon un peu trop loin. Et Brink, c'était le nouveau jeu dans l'univers de Moonrakers, le jeu qui les a fait connaître, et qui a une excellente réputation d'ailleurs. Hein.
Et donc Brink, à ce moment-là, lorsque la campagne a été lancée, et donc après celle de Valve Fate Tribunal et de Fractured Sky Rift, comme Nyx, mais peut-être à un niveau un peu moindre, je commençais méchamment à sentir poindre en moi un sentiment de ras-le-bol. Parce que HiFi Studio, ils font du bon boulot. Ils font du bon boulot, là-dessus, il n'y a pas de souci. Ils sont un peu maîtres en la matière de concevoir des jeux avec des mécanismes que tout le monde connaît, mais en y ajoutant de petits twists assez intéressants, et avec un très beau matos, une très belle DA. Là-dessus, pas de souci. Mais ils sont aussi un petit peu, on l'avait dit à plusieurs reprises avec Nyx dans son podcast, un petit peu les Apple du jeu de société. C'est un éditeur qui s'est créé relativement récemment, je dirais 7-8 ans, quelque chose comme ça, mais à l'origine, les créateurs de Ivy Studio travaillent pour une entreprise qui s'appelle aussi Ivy quelque chose, je ne sais plus quoi exactement, qui est dans le numérique, la création numérique digitale. Ils bossent beaucoup avec Apple, avec Netflix, avec différentes entreprises comme ça. Ils font de l'animation. Ils ont une entreprise principale qui se porte très 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 bien. Et du coup, je pense que même si leurs jeux de société ne sont pas forcément bénéficiaires, et j'imagine que ça va quand même, ils s'en foutent un peu. Ça marche très bien pour eux à côté. Donc c'est vraiment un projet parallèle qu'ils mènent par passion, j'ai l'impression, pour le fun, tout en faisant un maximum pour que ça marche bien, hein, entendons-nous bien. Et donc le marketing est extrêmement agressif, hein. Ils ont une chaîne YouTube, ils parlent beaucoup, ils font des tournées nationales, voire même parfois internationales, avant une campagne de financement pour présenter le jeu à plein de monde. Ils ont du merch, donc pour certains de leurs jeux comme Mythic Mischief par exemple, ils ont des hoodies, des vêtements, etc. Ça déborde de partout, c'est un peu trop marketing agressif, et ça a fini par nous saouler un peu, pas Xavier, Adrien, donc Nyx, et moi-même, mais Adrien plus rapidement que moi, et du coup je me suis encore laissé séduire par Brink, et c'était la dernière fois. Je vous le dis tout de go, c'était la dernière fois que je me suis laissé séduire par un jeu Ivy Studio, et c'était une heure de casting. Heure de casting, donc je l'ai placé ici, hein, je l'ai déjà vendu 2-3 mois après réception, sans même l'avoir testé. Mais là pour le coup, c'est pas à cause de Ivy Studio. Alors peut-être que le fait d'être avoir un petit peu cette overdose de Ivy Studio, de marketing Ivy Studio, a joué dans la décision, c'est possible, mais c'est plutôt une erreur de ma part en réalité. En fait, j'ai vu Brink, j'ai vu Moonrakers en termes d'univers, deux arguments qui me faisaient parler, enfin qui me parlaient bien. Placement d'ouvrier, mon mécanisme favori à ce jour. Jeu de diplomatie, ok, sur le papier, ça me tente bien, même si diplomatie généralement à deux, c'est quand même beaucoup plus bancal. D'échange de commerce, pareil, à deux, bof. Mais bon, c'est jouable de 2 à 5 joueurs, 90-120 minutes de la partie théoriquement. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, c'est plutôt 2h30, 3h, 3h30 que 1h30, 2h en réalité. Ça aussi, ça joue dans la balance. Et d'exploration, là-dessus, pas de problème. Avec un joli plateau, comme d'habitude, de toute façon, hein, Ivy Studio, ils font du très très beau matos. On avait encore ces fameux jeux avec écran pour cacher ses ressources qui se trouvent derrière, etc. Avec parfois un petit peu d'asymétrie acquise, pas depuis le début de la partie. Très bien produit, avec différentes planètes à explorer, tout un système solaire à aller explorer, de la gestion de ressources, et puis ce twist du placement d'ouvriers. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Ivy Studios, c'est un peu les maîtres du petit twist qui change tout. Et ça m'avait beaucoup plu dans Brink, dans ce qu'ils en montraient, c'est que le worker placement, donc le placement d'ouvriers, vous alliez avoir différents types de vaisseaux, et chacun des vaisseaux vous permettait de placer entre 2 tuiles, potentiellement sur une tuile, ou entre 3 tuiles selon la puissance du vaisseau que vous déployiez. Si vous le placez entre 2 tuiles, vous activez les 2 tuiles. Sur la tuile, vous activez la tuile. Et avec un vaisseau sur 3 tuiles, vous déclenchez les 3 tuiles. Et ce petit système-là me semblait assez ingénieux, assez intéressant, assez novateur. Et donc je me suis un peu laissé séduire par ça. Mais il se trouve que derrière, oui, vous avez la diplomatie, le trade, donc le commerce, les échanges. Bah ça par contre à 2 joueurs, ça marche pas super. Je l'ai reçu, j'étais déjà plus très hypé à ce moment-là par le jeu, parce que justement l'overdose de Ivy Studio s'était confirmée avec cette campagne. C'était la dernière et en fait j'ai regretté tout de suite après le bac. Mais bon, je l'avais laissé quand même, à 119$ qui plus est. Et en plus de ça, après l'avoir reçu, j'ai regardé 1 ou 2 fois sur BGG les premiers retours de joueurs, de backers qui ont pu y jouer, et il semblait qu'effectivement à 2 joueurs, c'était pas terrible, et qu'en plus, c'était plutôt 2h30, 3h, 3h30,
que 1h30, 2h en réalité, et du coup encore plus difficile à sortir. Donc finalement il n'est pas sorti du tout, et il a été revendu très rapidement. Donc ouais, erreur de casting, c'est pas de la faute de Brink, il est peut-être très cool, à 3, 4, 5 joueurs j'imagine, mais à 2 joueurs, je me suis dit c'est la flemme d'essayer. Si c'est comme Fractured Sky, à savoir un bon jeu, mais que j'aurais pas spécialement envie de ressortir fréquemment, autant m'en séparer avant de me triturer les méninges pendant 6 mois pour trouver éventuellement la motivation et une date et un groupe pour pouvoir le sortir et pouvoir et voir enfin, entrevoir enfin peut-être son potentiel. Donc, zappé. Au revoir Brink, pas trop de regrets, et ça m'a un petit peu vacciné ensuite de Ivy Studio, même si je me laisse le droit de me laisser séduire à nouveau par un prochain projet. Pour l'instant, en tout cas, depuis Brink, rien. Ensuite, on continue avec un projet francophone, mais pas français, un projet québécois, il s'agit de Natera New Beginning. Et le jeu avait tout pour me séduire. C'est-à-dire que là, encore une fois, on retrouve différents types de mécanismes que j'apprécie beaucoup, Xavier également. On est dans un univers post-apocalyptique, on pourrait dire, oui, c'est carrément ça même, avec des animaux anthropomorphiques, différentes factions d'animaux anthropomorphiques qui sont donc asymétriques, hein, chaque faction a ses propres pouvoirs spécifiques, et il y a du placement d'ouvriers, j'adore ça, il y a de la gestion de ressources, j'adore ça, il y a un petit peu de simili-exploration, j'aime bien ça, il y a des objectifs communs, ça me va aussi, différentes zones à les développer, etc., presque une forme de contrôle du territoire si mes souvenirs sont bons, hein, quelque chose qui pourrait s'y apparenter, ça me va aussi. Et en plus de ça, la DA, encore une fois, très jolie, l'univers très choupi, pour 1 à 4 joueurs, 35 minutes la partie, 14 ans et plus. Il y a aussi un petit côté tableau building, puisqu'on va acheter et apposer des cartes à côté de notre plateau. Certaines vont avoir des effets persistants, d'autres c'est plutôt du one-shot, etc. C'est très joli, c'est très cool, c'était disponible en français, même si moi je l'ai pris du coup en anglais, et éventuellement pour prévoir une potentielle revente un jour. Et au cours de 4 saisons, on va faire du placement d'ouvriers, de la gestion de ressources, un type d'exploration, etc. On va jouer des cartes, sachant que les cartes, vous avez 3 types de ressources nécessaires pour pouvoir les jouer, mais si mes souvenirs sont bons, il faut dépenser qu'une des 3 au choix pour pouvoir l'acheter. Je crois que c'était ça, hein, si mes souvenirs sont bons. Et vous avez même un petit tech tree que vous voyez ici, hein, chaque joueur a un petit arbre de technologie qui peut être différent entre les joueurs, donc un petit peu d'asymétrie à ce niveau-là aussi, pour obtenir de nouveaux bonus au fur et à mesure de la partie, donc vraiment plein de bonnes idées. Et on y a joué avec Xavier, et on s'est dit, bof, c'est sympa, mais ça casse pas 3 pattes à un canard, un canard, ouais, j'allais dire un ornithorynque, mais c'est la même chose. Hein, c'est pas du tout la même chose, mais c'est la même chose quand même. Bof, on peut aussi, c'est vrai, embaucher des spécialistes qui sont généralement assez puissants, mais très onéreux en revanche. Bref, il y a plein de choses à faire en réalité dans ce petit Natera, et c'était pas désagréable du tout, hein. C'était pas désagréable, ça tourne bien. Mais on avait un goût de tout ça pour ça. On avait aussi un goût de c'est un peu trop court, dans le sens où on n'arrive pas à faire grand chose en réalité. On a l'impression que c'est un jeu assez restrictif, qui n'est pas forcément très très gratifiant. On peut entreprendre des trucs, mais on n'a jamais de tour waouh, là j'ai fait un truc vraiment vraiment puissant. Bon, tout ça à nuancer par le fait qu'on n'avait que 2 parties, si mes souvenirs sont bons. Mais on avait l'impression de ne pas avoir besoin d'explorer tellement plus le jeu. Ça tournait bien, c'était un bon jeu, mais pas un excellent jeu, et vous le savez si vous suivez la chaîne, maintenant on a tous, je pense quasiment, des grosses ludothèques bien chargées, avec des excellents jeux dans tous les sens, et donc quand on a un bon jeu, ça ne suffit plus. Maintenant on a quasiment que des excellents jeux que l'on veut garder, et pour nous, Natera ne faisait pas partie de cette catégorie des excellents jeux, mais juste des bons jeux, que je pourrais ressortir avec plaisir, mais dont je ne ressens pas la nécessité de le posséder, voilà, tout simplement. Pour l'instant, Natera, il est encore dans ma ludothèque, mais je prévoyais de le revendre dans mon prochain batch. Je vous en avais parlé tout à l'heure, hein, avec Fractured Sky. Voilà, pour le coup, Fractured Sky, ça s'est acté aujourd'hui, mais Natera, c'était déjà prévu. Donc, même s'il est encore dans la ludothèque présentement, hein, quelque part derrière, dans ma tête, il est déjà vendu, en réalité. Et si quelqu'un me propose d'en refaire une partie, ce sera avec plaisir, mais moi, j'ai pas besoin de le garder chez moi. Voilà, c'est ça, en fait. Et je pense que c'est quelque chose que je m'applique de plus en plus au fur et à mesure que maintenant j'essaie de gérer un petit peu la taille de ma ludothèque. C'est juste, est-ce que j'ai besoin de l'avoir? Est-ce que j'aurai du plaisir à y jouer? C'est encore une autre question, et c'est souvent, oui, pourquoi pas, mais est-ce que j'ai besoin, moi, de le posséder? Et là, la question, elle est vite répondue par la négative.
Donc Natera, moi non, j'ai pas besoin de le posséder, donc il va partir. Donc je le mets directement dans vendu. Ensuite, on continue avec Aspens. Aspens qui m'avait vraiment déclenché un petit coup de cœur parce que j'ai trouvé l'ambiance vraiment hyper cosy, hyper relaxante. C'est aussi canadien d'ailleurs, Ludivore Games. C'est pas Ludovore, hein, c'est Ludivore. On n'a aucune action derrière cet éditeur. J'avais même contacté l'éditeur pour voir s'il serait intéressé pour bosser avec nous, avec l'agence de licence, de localisation pour laquelle je travaille, pour pouvoir leur trouver des contrats à droite à gauche. Ça s'est pas concrétisé, mais j'avais conservé mon pledge à 80$ pour la Megabox Bundle, et je ne le regrette pas du tout. D'ailleurs, on a encore fait une partie hier avec Xavier. J'ai joué 4-5 fois, je crois, depuis la réception. C'était une campagne qui datait de septembre 2024, que j'ai reçue fin 2025, donc il y a 6 mois, peut-être, ouais, 6 mois. Et j'ai déjà joué, donc 4-5 fois, donc je suis très content. C'est un jeu qui pourrait en fait être carrément un jeu abstrait, en réalité, puisque avec Aspens, on va incarner chacun une couleur d'arbre, donc les verts ou les jaunes orangés, on va dire, et on va se répandre sur un grand espace de forêt. Et en fait, à la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de cases occupées par sa couleur qui l'emporte. Voilà, tout simplement. C'est extrêmement simple, c'est extrêmement cosy, ça fait partie de ces jeux beaucoup plus, disons, familiaux, avec des guillemets, enfin accessibles dans le sens où ça se joue à 2 joueurs. Il y a une extension que j'ai pas prise pour jouer en équipe de 2, mais je l'ai pas prise parce que c'est un jeu qui me va très très bien à 2. Je vois pas très bien l'intérêt de le jouer à 4. Et donc, en fait, c'est très simple. Je vous le montre rapidement. Voilà, le final, déjà, il y a une belle présence sur table. Ça donne envie. Quand on le regarde, je sais pas, il y a un petit côté nature, randonnée pédestre. J'aime bien. Mais donc, oui, le gameplay. On va, très rapidement, chaque tour, ça s'explique en 3 minutes. On va avoir 2 dés. Un dé qui va nous donner une valeur. Je sais pas si le GIF va finir par charger ou pas. On verra bien. Un dé de valeur 2 à 7 que vous lancez. S'il y a 3 par exemple, toutes les cases où vous avez 3 arbres en votre possession ou plus, eh bien vous allez choper un arbre supplémentaire dans votre sac que vous pourrez ensuite déployer sur le plateau central. Il y a un deuxième dé qui lui est bleu qui indique la direction du vent. C'est le dé que vous voyez ici. Donc est, sud-est, sud-ouest, nord-est, etc. La direction, en réalité, elle est triple. Quand vous tirez, par exemple, sud-ouest, c'est ce qu'on voit ici, sud-ouest, vous pourrez jouer en direction du sud-ouest, mais également du sud-est et également de l'ouest. Donc en vrai, vous avez toujours 3 directions, pour pas être trop restrictif, toujours 3 directions dans lesquelles vous pouvez placer les arbres que vous avez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le dé jaune de valeur vous donne des arbres depuis votre sac. Le dé bleu vous dit dans quelle direction, au pluriel, vous pouvez les déployer, toujours à partir d'une zone où vous avez déjà un ou plusieurs arbres. Vous pouvez placer un arbre dans une zone où vous avez déjà des arbres, donc pour le coup ça va juste augmenter les probabilités que le dé jaune corresponde au nombre d'arbres que vous avez, puisque le dé jaune, parfois ça va jusqu'à 7, vous avez au début de la partie jamais 7 arbres sur une case. Donc plus vous avez des cases avec plusieurs arbres, plus le dé jaune va pouvoir potentiellement vous octroyer plein d'arbres. Et donc, il faut gérer ça. Ou alors, vous pouvez poser un arbre à côté, donc il y a une case adjacente d'une case où vous avez déjà un ou plusieurs arbres. Et en fait, c'est un jeu de contrôle de territoire. Progressivement, on va s'étendre sur le plateau et prendre possession de différentes zones, sachant qu'il y a aussi des cascades qui peuvent s'opérer. Là, par exemple, admettons que le joueur jaune pose ici, et que pour une raison ou pour une autre, il va réussir aussi à placer toute cette ligne jusque-là, bah du coup, le vert ne pourra jamais aller ici, et donc, on va remplir toutes ces lignes-là de jaune, parce que, de toute façon, le vert ne pourra jamais y aller. Donc, il y a des cascades qui peuvent s'opérer comme ça, même si, avec des petites extensions, il y a moyen de contourner parfois un tout petit peu ça aussi, de manière stratégique. Donc, c'est vraiment très efficace, ça se joue très facilement en une demi-heure, c'est très facile à apprendre. Vraiment, c'est un bon pic. Donc je le mets tout de suite. Aspens, bonne pioche. Très très cool, Aspens. Moi j'aime beaucoup. Un petit jeu très très chill. Une demi-heure, donc ça fait un bon petit filler game en réalité. Qui s'apprend très très rapidement. J'ai pris la version à 80$, voilà, ici. Parce que ça me permettait d'obtenir les extensions Wild Weather et Ancient Artifacts. On n'a pas encore essayé avec Xavier Wild Weather. En revanche, hier, on a essayé pour la première fois, Ancient Artifacts,
Et c'est super cool, parce qu'en réalité, sur le plateau central, alors j'essaie de vous retrouver ça, voilà, comme ça, en début de partie, on va sur 6 emplacements, ouais ça, sur 6 emplacements, on va poser un jeton de divinité. Et le premier joueur à mettre 4 arbres autour de cette case, où se trouve une divinité, sur une seule ou sur plusieurs cases d'ailleurs, hein, il va pouvoir s'octroyer la carte de cette divinité. Alors là, pour le coup, on ne voit pas les cartes en question, je crois, peut-être un peu plus bas, l'expansions, voilà, c'est ici, Ancient Artifacts, voilà, vous voyez que les cartes sont très très belles, elles sont vraiment très très cool. On va avoir ces petits disques, on en a 16, mais on n'en met que 6 en début de partie, donc on ne sait jamais exactement lesquels vont sortir potentiellement en double, lesquels ne vont pas sortir, et on va pouvoir donc s'octroyer les cartes des divinités en question lorsque on réussit à contrôler un peu la zone qui les entoure. Et ce sont généralement des actions one-shot. Généralement one-shot, par exemple, le New Growth va vous permettre de mettre un arbre à une case qui n'est pas du tout adjacente d'une case que vous possédez déjà, que vous occupez déjà, par exemple. Le Traveling Roots va vous permettre de poser un arbre à une distance un peu plus éloignée de là où vous possédez déjà des arbres, par exemple. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore Wither. Xavier a utilisé ça, le Wither, il va permettre de supprimer tous les arbres d'une case de l'adversaire, par exemple. Ça peut être aussi très très puissant. Donc il y a plein de petits pouvoirs légèrement asymétriques comme ça, que vous pouvez déclencher, qui sont du one-shot, mais qui peuvent quand même beaucoup changer le cours de la partie, et c'est très très cool. On va bientôt essayer aussi World Weather, l'autre extension, avec des cartes vraiment très très belles, qui elles vont avoir des impacts, des sortes d'événements qui impactent tous les joueurs autour de la table. Il y a un peu plus de règles, c'est pour ça qu'on n'a pas encore testé celle-ci, mais on le fera très prochainement. Et donc oui, l'extension pour jouer à 4 joueurs en 2 contre 2 ne m'intéressait pas outre mesure, donc je n'y suis pas allé. Donc voilà, je vous l'ai dit pour, disais-je, Aspens. Pour moi, c'est une très bonne pioche dans ma ludothèque, j'en suis très très content. Ensuite, continuons avec Fest Season. Alors là, on va reconnaître très rapidement ceux qui suivent la chaîne de manière assidue, parce que normalement, si c'est le cas, vous savez déjà où je vais placer Fest Season. Je vous laisse 2 secondes pour écrire en commentaire avant même que je ne le dise, et moi, en attendant, je bois un petit coup parce que j'ai soif. Voilà, j'ai plus soif. Fest Season, c'est un jeu dans lequel on vous propose de monter votre festival de musique. Vous allez chacun avoir un plateau individuel, un petit peu à la Ark Nova, et puis un gros plateau central sur lequel on va avoir différents niveaux, un peu comme un tableau, comment on appelle ça, un panneau de montage de musique en gros. J'essaie de vous trouver un truc un peu plus zoomé, voilà, ici, où on a les commodities, donc les installations, les toilettes, les stands de bouffe, etc. Ici, on a l'attendance, donc le public, donc combien de personnes vont venir, et puis ici, le prix du ticket, donc 3 pistes sur lesquelles on va pouvoir grimper, et vous voyez qu'à plusieurs emplacements, ça va pouvoir déclencher d'autres effets. On a aussi des installations qu'on va pouvoir acheter et installer, à poser sur notre plateau principal, enfin notre plateau personnel. On a aussi des projets qui sont ici qu'on va pouvoir réaliser, mais il y a un mécanisme de set collection. Si on utilise 2 fois le même logo, il va falloir payer plus cher, ça va pas forcément rapporter autant de points, mais souvent ça nous octroie des bonus super intéressants. Et puis il y a aussi à droite ici tous ces artistes qu'on va pouvoir inviter, les artistes qui ont parfois des prérequis, différents niveaux de hype provoqués par leur présence sur le festival, qui appartiennent à différents genres musicaux. Ça peut être le rock, la pop, le metal, l'alternatif, le punk. Il y a au total 8 genres musicaux, ça dépend de combien de joueurs sont autour de la table. On va alterner, enfin pas alterner, mais on va ajuster, on va dire, le nombre de genres musicaux en fonction du nombre de joueurs autour de la table. Et ça marche super bien. C'était un primo-éditeur mexicain, c'est quand même assez rare pour être souligné, qui proposait ça, c'est Green Astra Games, qui a fait 420 contributeurs, donc c'est ma petite campagne de l'année, un petit peu sortie de nulle part, d'un primo-éditeur méconnu, qui n'a pas fait beaucoup parler de lui, et c'était une super belle surprise. La DA me parlait pas forcément beaucoup, même si je trouve le jeu assez charmant, mais la thématique, moi qui adore la musique, qui est pendant une courte période de 1 an et demi fait partie d'un groupe de musique au Japon, ça me parlait beaucoup, le côté monter son propre festival, gérer tout, etc., ça me plaisait beaucoup.
Et ouais, c'était vraiment une très 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 belle surprise. Et pourquoi je disais qu'on remarquera assez vite les plus assidus de la chaîne, parce que on en a fait une vidéo, Xavier et moi-même, je vous mettrai le lien en haut à droite de cette vidéo. Cette fois-ci, j'essaierai d'y penser véritablement, parce que généralement c'est le truc qu'on oublie au montage, parce que cette vidéo a pas... comment dirais-je, fait beaucoup de vues, elle a même pas 1000 vues je crois, ce qui pour la chaîne n'est pas un très bon score. Après c'est un jeu qui est pas très connu, donc en réalité on a déjà fait plus de vues sur notre vidéo que de backers sur la campagne, mais c'est un jeu qui est très apprécié par les gens qui ont eu l'occasion de le tester en règle générale. Sur leur BGG d'ailleurs il est très bonne note, bon assez peu d'évaluation soyons honnêtes, mais une très bonne note méritée. Pour moi Fest Season c'était la grosse surprise de 2025, l'année de la réception, 2024 lorsque je l'ai backé, mais 2025 lorsque je l'ai reçu, et j'en ai déjà fait quoi, 6, 7, 8 parties, dont 2 fois en solo, et le solo est très cool aussi d'ailleurs, parce qu'on joue contre un bot qui peut gagner, hein. C'est pas juste un beat your own score, vous allez vraiment être en compétition avec lui, avec différents niveaux de complexité, et vous pouvez même l'ajouter dans une partie à 2 joueurs, comme un adversaire potentiel supplémentaire, pour ajouter un peu d'interaction, etc., un petit peu de sel là-dedans. Et Fest Season, c'est vraiment une superbe réussite, on a des petits modules, des petites extensions, etc., tout marche très bien, même si il y a une extension qu'on a testée qui est à vérifier, il faut de nouvelles parties pour voir, mais des événements qui vont impacter tout le monde, qui peuvent parfois être un poil chiants, mais c'est pas forcément négatif en soi. Mais ouais, super belle surprise que ce Fest Season, j'aurai toujours un grand plaisir à le ressortir. Grosse belle pioche, alors vraiment excellent, c'est une belle pépite que je recommande à tout le monde. Fest Season, si vous aimez les jeux combotastiques, jetez-vous dessus, mais de toute façon je vais pas aller plus loin que ça sur la description de ce jeu, parce que je vous renvoie directement donc, vers la vidéo qu'on a faite Xavier et moi-même sur le jeu, gros coup de cœur. Ensuite on continue avec Jisogi Anime Studio Tycoon Board Game, encore un petit projet, un éditeur japonais. Alors, en réalité le mec lui-même est brésilien, mais il habite au Japon, comme nous. Et donc il nous a proposé Jisogi, un jeu dans lequel on va incarner un studio de création d'animation japonaise. En fait, le plus gros studio d'animation japonaise s'est cassé la gueule, et les employés sont complètement dépités, déprimés, en dépression, mais on va remonter, avec d'autres joueurs autour de la table, différents studios, et on va essayer de les développer, de créer de nouveaux animés qui seront susceptibles de conquérir le monde. Et c'est un jeu de placement d'ouvriers, de gestion de ressources. On a un petit plateau central ici, avec, vous le voyez, donc 7 emplacements d'ouvriers. On peut se poser sur un emplacement déjà occupé par quelqu'un d'autre, mais il faudra payer un petit peu plus. Les actions sont extrêmement simples à prendre en compte, hein, c'est vraiment très facile à appréhender le jeu. C'est pour 60 à 90 minutes, 1 à 4 joueurs. Je dirais que en réalité... c'est un jeu, disons, initié, c'est pas un jeu expert, voilà, très clairement. C'est un jeu donc sur l'animation japonaise, un jeu de placement d'ouvriers, de gestion de ressources, de création d'œuvres, ça c'est assez intéressant, parce qu'en réalité, sur votre plateau, ici, double épaisseur, lorsque vous allez créer votre manga, vous allez choisir d'abord, j'essaie de vous retrouver les éléments de gameplay, voilà ici, on a le setting, donc en gros l'univers de votre animé. Il y a bien sûr différents genres. Là, on a par exemple Martial Arts Tournament, donc il y a un tournoi d'arts martiaux. En dessous, ce serait une méga-cité cyberpunk. Ensuite, il y a le plot, donc le petit élément déclencheur, qui va aussi appartenir à un genre en particulier. Et puis ensuite, le twist, qu'est-ce qui fait que l'œuvre est unique. Et donc, avec ce setting, ce plot, ce twist, eh bien, on va, sur notre plateau individuel, composer une œuvre en mélangeant parfois des styles pour répondre à la demande du grand public en fonction de la mode, puisque oui, on a des cartes de trend, donc quel genre d'animés sont à la mode, ça va évoluer au cours de la partie bien sûr. Là par exemple vous voyez que le style Gore Fantasy est à la mode, ça mélange de la baston, de la magie et de l'horrifique. Si vous réussissez à avoir avec vos 3 petits tokens que j'ai montré plus bas, les 3 genres réunis, ça correspond bien à la mode actuelle, vous allez gagner plus de points par exemple. Donc ça marche très bien. En plus ça, la DA est vraiment magnifique. Que vous aimiez ou non le style manga, c'est un autre sujet, mais dans ce style-là, vraiment c'est très joli. Le matos est très cool aussi. On a masse de cartes de staff, parce que je vous l'ai dit au début, nos staffs au début sont dead inside, donc ils sont morts à l'intérieur, ils sont en déprime totale, mais ils nous permettent de faire des actions de base. Au cours de la partie, on va soit enrôler de nouveaux membres de staff, qui vont nous ajouter des compétences particulières, asymétriques, mais également des styles favoris, sur lesquels on va pouvoir compter aussi.
Ou alors on va pouvoir transformer nos Dead Inside en Genki Staff, donc en staff en forme. Donc soit on chope un nouvel ouvrier, soit on transforme un de nos ouvriers actuels en ouvrier en bonne santé et plus puissant. Pourquoi on ferait ça plutôt que d'en employer un nouveau? Parce que bien sûr les employés coûtent de l'argent. Plus vous avez d'employés, plus ça coûte cher, mais plus vous avez d'emplacements où vous pouvez vous éparpiller un peu partout. Il y a même un petit solo aussi, mais bon, le solo n'est pas non plus extraordinaire, mais ça marche bien. Et voilà, c'est un jeu assez unique de placement d'ouvriers dans un univers manga qui marche très très bien et qui est surtout hyper thématique. Et ce que j'aime beaucoup, et d'ailleurs ils en ont fait un mini-jeu dans le jeu lors de la seconde campagne pour Jisogi, et ça m'étonne pas, parce que on le faisait déjà nous-mêmes en fait, c'est que lorsqu'on a une œuvre complétée, comme c'est le cas ici, eh ben on a envie de lire autour de joueurs ce qu'on a créé, et d'imaginer ce à quoi ça pourrait ressembler. Ils ont fait un mini-jeu à part, une sorte de jeu dans le jeu, on va dire. Là, par exemple, je sais pas si on peut zoomer suffisamment pour le voir, ça va être un petit peu flou, je pense, mais bon, on a un style noir détective, un serial killer qui est caché derrière un job totalement insoupçonnable, et puis un twist, il s'est entraîné pendant de nombreuses années en tant que martial artist, donc combattant d'arts martiaux, on va dire. Là, on a une société steampunk avec un personnage central qui va être en quête de revanche. Et alors, j'avais pas laissé trop flou. Bounty hunters are hot on their pursuit. Ouais, donc il y a des chasseurs de primes qui sont à cette rousse, en gros. Et voilà, on va composer son propre animé avec ses différents éléments. On va se raconter quasiment sa petite histoire, les d'une deux secondes, et c'est assez fun. Voilà, c'est un jeu que je trouve marche très 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 bien. Et j'ai hâte de voir l'extension qui est prévue pour la fin d'année arriver sur Kickstarter parce que je le backerai instantanément. Normalement, on devrait recevoir un proto, si tout se passe bien, de l'extension parce qu'on a de bonnes relations avec Esper Game Studio. D'ailleurs, leur projet suivant, qui lui est apparu en 2025 sur Kickstarter, Elder Tide, A Thousand Lights, était aussi assez cool. Je pense qu'on en reparlera prochainement d'ailleurs sur la chaîne. Donc voilà pour ce qui est de Jisogi, pour moi c'est également une très bonne pioche. Irai-je jusqu'à le placer dans excellent? Je vais rester sur bonne pioche. Il est très très cool, c'était une bonne surprise, j'en attendais pas autant, donc je suis très content, mais ça voudrait dire le placer au-dessus de Wrath. Bon après j'ai joué à Jisogi plus qu'à Wrath, donc j'ai peut-être juste plus d'expérience pour en parler. Je le trouve un poil moins bien que Fest Season, dans un genre différent de toute façon. Mais ouais, je vais rester sur bonne pioche quand même si dans les 5 jeux de bonne pioche ici, c'est le plus haut. On va les reclasser un peu comme ça si vous voulez, hop. Tuck. Ensuite je mettrai Aspens et Pirates, comme ça, voilà. En gros. Voilà pour Jisogi. Il nous reste 2 projets à traiter, j'en suis à combien de temps rapidement? J'en suis déjà à 1h17. Laissez tomber complètement l'objectif de début d'enregistrement où je vais tenir en moins d'une heure. Décidément, bon, en même temps 14 projets, c'était normal de durer un peu plus longtemps que le segment précédent, vous en conviendrez. Donc petite lampée, pour éviter de tomber d'inanition. Et on va parler très rapidement de... oh, je viens d'effacer, sans faire exprès l'onglet. Et donc on va passer à Dice Throne Outcasts. Plus Adventures Unchained, mais ça pour le coup je l'ai pas pris. Dice Throne Outcast, vous connaissez notre amour à Xavier et à moi-même pour Dice Throne, l'univers Dice Throne. C'est un jeu de combat, de duel, un peu façon Yahtzee, avec des pouvoirs asymétriques, hein. C'est comme ça qu'on présente le jeu de manière assez simpliste pour les gens qui connaissent pas. Un Yahtzee avec des personnages asymétriques, et c'est de la baston, et c'est très addictif, même si beaucoup d'entre nous, j'y pense, jouent moins qu'avant, parce que maintenant on a quand même 250 parties, Xavier et moi-même, on connaît le jeu quand même de fond en comble. Forcément, on y joue un peu moins qu'au début, mais c'est quand même super Dice Throne. C'est pour 2 à 6 joueurs, certes, mais en réalité c'est surtout un jeu de duel en 1 contre 1, très clairement, même si vous avez aussi la grosse extension, standalone, on va dire, Dice Throne Adventures, qui vous permet d'y jouer en solo ou en coopératif, qui est vraiment très très cool aussi. Si vous appréciez Dice Throne, il y a de fortes chances que vous aimiez beaucoup aussi Dice Throne Adventures, et c'est pour 8 ans et plus, donc un jeu très accessible, jusqu'à maintenant localisé par Lucky Dog Games, mais avec ce qui s'est passé récemment avec eux, on ne sait pas si la suite sera aussi localisée en français. Généralement un jeu qui a un très bon succès, donc s'il y en a 2-3 qu'ils devraient garder dans leur catalogue de localisation à l'avenir,
Dice Throne devrait en faire partie normalement, mais on verra bien. Et donc la campagne de Dice Throne Outcast nous proposait 4 nouveaux personnages, donc une nouvelle boîte, plus petite. Jusqu'à maintenant, les 2 premières saisons étaient toujours avec 8 personnages. Là, en fait, ils ont abandonné déjà le nom de Season, donc il n'y a pas de nouvelle saison. C'est de nouveaux personnages dans de nouvelles boîtes. Ici, c'est Outcasts, mais c'est pas la saison 3. Ils ont abandonné un peu ce système-là. Et donc, Outcast, 4 nouveaux personnages. On a la Pale Lady, le Headless Horseman, la Raveness et le Necromancer. Et donc, 4 nouveaux personnages encore asymétriques qui nous permettaient de renouveler un petit peu l'expérience. On était très contents parce que, entre-temps, bien sûr, qu'il y a eu tous les Dice Throne Marvel, tous les Dice Throne X-Men aussi. Mais on n'était pas intéressé par des licences sur Dice Throne. Le fait de mélanger, je sais pas, d'utiliser le barbare de base de Dice Throne contre Spider-Man, ça faisait pas sens pour nous, et donc on n'était pas intéressé. Donc on a eu une longue période sans nouveaux personnages de Dice Throne de notre côté, ce qui ajoutait un petit peu de lassitude. Et quand on a vu débarquer ces 4 nouveaux personnages, on s'est jeté dessus, bien évidemment, comme des morts de faim. Parce que ça était enfin des vrais personnages originaux qui pouvaient nous permettre de relancer un petit peu la machine, de redécouvrir un petit peu Dice Throne, et on n'a pas été déçus du tout, parce que ces 4 nouveaux personnages sont vraiment très très cool. Il y a la Pale Lady qui est un petit peu à la manière de la pirate à un double plateau. Donc en fait c'est une loup-garou, une louve-garou on pourrait dire, qui est bien sûr bien plus puissante quand elle est en loup-garou, mais contrairement à la pirate qui, quand elle se retourne, ne peut plus revenir en arrière, la Pale Lady elle fait des allers-retours entre les deux, et parfois c'est plus avantageux d'être le loup, parfois c'est plus avantageux d'être la Lady par exemple. Elle est super cool et très intéressante. Ensuite on a la Raveness qui s'accompagne de son compagnon Corbeau, qu'elle va vous envoyer sur la tronche, qu'elle va activer à de nombreuses reprises pour activer différents effets, l'un d'entre eux étant simplement de vous voler de la vie. En fait, elle va vous faire des points de dégâts, et lorsqu'elle rappelle le corbeau, tous les dégâts qu'elle vous a fait, elle les engrange comme des points de vie, donc elle récupère des points de vie pour elle-même. Elle est vraiment très très cool aussi. Ensuite, il y a le Headless Horseman, donc le cavalier sans tête, qui lui va vous envoyer justement sa tête, sa tête de citrouille, pour vous terrifier. Et il est plutôt très efficace aussi, un peu plus classique on va dire, mais très efficace malgré tout. En plus il y a le fameux jeton Grim Pursuit qui est très très cool aussi, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais chacun de ces nouveaux personnages s'accompagne de nouveaux jetons. Le Bleed on le connaissait, mais le Prey c'est nouveau, c'est plutôt très efficace pour la Pale Lady. Raveness, elle a le Feather qui est propre à son corbeau qui est vraiment très très cool. Elle a aussi le Hex qui était présent dans Dice Throne Adventures, mais pas chez les autres personnages de Dice Throne jusqu'à présent. Le Headless Horseman donc, avec ce Grim Pursuit qui est très très cool, qui peut rendre l'attaque indéfendable ou rajouter des dégâts. Et enfin, on a le Nécromancien qui lui, comme son nom l'indique, s'accompagne d'une armée de morts, en fait, 3 types de morts différents qui vont vous permettre de construire un petit peu votre armée pour un peu plus de versatilité, parfois plus de puissance de frappe, parfois plus de défense, parfois des effets de cartes, ce genre de choses-là, qui a aussi lui-même 2 nouveaux jetons, avec le Decrepify, et j'ai oublié comment s'appelle le dernier, Resurrect, je crois. Donc ouais, les 4 personnages sont vraiment très cool. Autant le premier héros solo, l'alchimiste, je l'ai trouvé pas mal, mais moyen. Autant ces 4 personnages-là, ouais, je suis assez convaincu, je suis très très content de les avoir backés. Vous l'avez peut-être aperçu en haut de la page de campagne, il y avait aussi Adventures Unchained pour ajouter encore plus de contenu à Adventures, donc le jeu coopératif, mais j'ai revendu Adventures il y a belle lurette, donc ça m'intéressait pas, je n'ai pris que Outcast, et ouais, je suis très content, pour moi c'est excellent, comme toujours avec Dice Throne, très très content. Et puis finalement, vous avez compris bien évidemment, si vous regardez la vidéo, il reste qu'un seul jeu, et la case pas encore livrée n'a pas encore été utilisée, donc bien évidemment que c'est dans cette case-là que se situe Avalon the Riven Veil. Alors, est-ce que c'est une erreur de ma part ? Possible, parce qu'en réalité, j'aurais peut-être pas dû le backer, je me suis laissé hyper, parce que moi j'aime beaucoup la DA. Nyx c'est pas mal foutu de ma gueule, parce qu'il trouvait le jeu vraiment hyper kitsch visuellement, et je peux l'entendre, et assez fourni, assez chargé au niveau des plateaux individuels, et ça, carrément, je suis d'accord avec lui à 100%, les plateaux individuels sont effectivement très chargés, vous le voyez ici, très clairement, mais je me suis laissé convaincre, pour plusieurs raisons. D'abord parce que moi, personnellement, je le trouve quand même très joli, que ça nous parle de légendes arthuriennes, donc thématique qui me parle bien, et en plus, il était présenté comme étant un jeu de contrôle de territoire très bon à 2, et ils sont pas nombreux.
Et nous, à deux, comme c'est notre principale configuration de jeu, ça m'attirait forcément. On voit qu'il y a une sorte de nuage de guerre, il va falloir progressivement explorer, retourner certaines tuiles sur le plateau central pour pouvoir les dévoiler et voir ce qui se trouve derrière. On a bien sûr des factions hautement asymétriques, avec des figurines dans tous les sens, hein. C'est un jeu kiloplastique, en voulez-vous, en voilà. Vous le savez, hein, si vous regardez un peu ma ludothèque régulièrement, j'ai pas beaucoup de jeux kiloplastiques de mon côté, mais là pour le coup, c'en est très clairement un, Avalon de Ravenvale. Et puis, autre raison aussi qui m'a un peu poussé vers le bac, c'est que c'est le nouveau projet de Shadowborn Games. Alors, j'ai jamais joué à d'autres jeux de chez eux, par contre, ils sont connus pour Oathworn, un jeu qui a une, comment dirais-je, une popularité indéniable parmi les joueurs amateurs de jeux en campagne, Dungeon Crawler et compagnie. Oathworn, il a une super note sur BGG. Alors, ils indiquent 9.3. Est-ce que c'est encore le cas sur BGG aujourd'hui? Je ne sais pas, mais ils ont beaucoup d'évaluations et le score est très 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 haut. Donc, apparemment, pour les amateurs de ce genre de jeu-là, il est très 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 apprécié. Et donc, gage de qualité oblige. Je me suis dit, Avalon, il y a moyen que ce soit très très cool. On nous dit que c'est très très bon à deux. Donc raison supplémentaire de se pencher dessus. Moi j'aime beaucoup la DA. J'ai pas encore de jeu avec ces assemblages de deux types de plastiques différents qu'on voit récemment depuis 2-3 ans dans beaucoup de jeux, avec un type de plastique très classique et un autre d'une couleur différente, un peu translucide. Je trouvais ça très très classe. On le voit ici aussi avec Mordred, très joli. Même si je suis pas du tout peintre, au moins bon, ils ont déjà une couleur. J'ai deux connaissances qui pourraient potentiellement peindre les miniatures pour moi, pas très très loin de chez moi, donc bon, ils pourraient faire ça au fur et à mesure potentiellement. Il y a des grosses bêtes mythiques aussi qu'on peut invoquer. Il y a un mécanisme de combat qui a l'air assez intéressant, qui peut s'apparenter quasiment à du blackjack, une sorte de push your luck, qui a l'air assez intéressant aussi. Beaucoup d'asymétrie entre les différentes factions, même si il est vrai que les plateaux individuels font un petit peu peur. Il y a quand même beaucoup de texte. Ça, c'est vrai que ça fait un tout petit peu peur. Mais le matos est assez fou. Je l'ai pris en all-in, donc ouais, c'est un de mes pledges les plus chers de l'histoire, hein, 199$. Bon, Nyx et Xavier rigoleraient dans leur barbe parce que eux, ils sont habitués à des pledges all-in à 400-500 balles. Moi, je tourne récemment plutôt aux alentours de 100 balles et de temps en temps, je craque un petit peu pour 200-250, mais c'est très 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 rare si vous me connaissez. Même dans le segment d'aujourd'hui, vous l'avez certainement vu. Je back pas des trucs très 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 chers en général, je suis relativement raisonnable. Les différentes bases qu'on pourra installer, les différentes comment dirais-je, miniatures de notre faction, avec des morts vivants, des chevaliers, des mages, etc. dans tous les sens. Bien sûr, les commentaires dithyrambiques de plein de créateurs. Bon, après, toujours prendre ça avec des énormes pincettes. Comment dirais-je, je donne quand même pas mal de crédibilité à Board Game Co, donc Alex Ratliff que vous voyez ici. J'aime bien Tim Chun pour son travail visuel. Par contre, ses commentaires, je m'en fous. Et le reste, je les connais de nom, mais je les suis pas. Donc, mais bon, Board Game Co qui en disait beaucoup de bien. Tim Chun qui disait que même à deux, il est vraiment très très cool. Donc, ouais, je me suis laissé tenter. Moi, je trouve que le jeu est très joli, même si certains disent qu'il est un peu kitsch. Je peux l'entendre. Moi, c'est plutôt les plateaux individuels avec beaucoup de textes qui me font un poil peur. Mais j'ai quand même très très hâte de recevoir Avalon de Ravenvale. Parce que un jeu de contrôle de territoire très très bien produit, avec beaucoup d'asymétrie, pas si long que ça, en réalité je crois qu'on est sur 1h30, 2h, quelque chose comme ça. Ça me parle quand même pas mal, j'ai pas beaucoup de jeux de contrôle de territoire, même si tout à l'heure j'ai parlé aussi de Wrath. Bah ouais, Avalon, j'ai hâte de le recevoir, normalement ça devrait être pour juillet je crois, juillet, août, quelque chose comme ça. Donc ça devrait arriver dans pas trop longtemps, en plus de ça dans une période de semi-vacances potentiellement si c'est août, donc il y a moyen de pouvoir le sortir assez rapidement. Voilà donc pour ce qui est de ce bilan 2024 qui globalement est plutôt positif, on va dire, en termes purement quantitatifs. Quand même 2 excellents. Il y a eu plusieurs segments de cette rétrospective sans aucun excellent. Là, il y en a 2. Il pourrait presque y en avoir 3 si j'ajoutais Jisogi à cette catégorie-là, ce qui serait pas déconnant. On a beaucoup de bonnes pioches aussi, beaucoup plus que d'habitude. C'est vrai que dans la catégorie encore dans la ludo, il y en a 2. Power Vacuum et Super Club Rivals qui pourraient être vendus assez rapidement. Et puis il y a aussi cette confirmation qui est arrivée l'année dernière avec Brink, avec un autre jeu que j'ai oublié entre temps, que oui, parfois ça pouvait arriver de vendre des jeux qu'on n'avait même pas encore testés. Voilà, c'est un truc que j'aurais pas imaginé il y a 7-8 ans et qui maintenant est assez facile à imaginer pour moi. Donc ouais, je pense qu'on évolue tous encore une fois en tant que backer.
vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait également, et puis surtout, encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez backé durant l'année 2024, et où sont ces jeux actuellement, est-ce qu'ils sont encore chez vous, est-ce qu'ils ont confirmé leur statut, ou est-ce qu'ils sont déjà repartis, encore une fois, donc comme d'hab, en fait, comme pour chaque vidéo de cette rétrospective des bacs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez fait de votre côté cette année-là en 2024. On se retrouve donc très prochainement, la semaine prochaine tout simplement, pour 2025, la dernière année en réalité, puisque 2026 n'est pas encore terminé, donc je pourrais pas encore faire de rétrospective, et ça n'aurait pas de sens parce que les jeux sont pas encore livrés de toute façon, donc on s'en fout un petit peu. Mais donc oui, la semaine prochaine, dernier épisode de cette rétrospective, donc rendez-vous pris, hein. À très bientôt sur la chaîne des Ludovores, ne serait-ce qu'aussi pour le menu crowdfunding hebdomadaire bien sûr, et puis peut-être des vidéos de Xavier, il est encore vivant, ne vous inquiétez pas, même s'il n'est pas très souvent présent sur la chaîne, on est tous les deux encore présents, bientôt aussi un patron de l'addition à venir, parce qu'on est le 30 avril au moment où je m'enregistre. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.